Kaizen, ça veut dire s'améliorer ok, d'accord. chaque jour. Alors décède immédiatement en fait. C'est vraiment. Chaque jour un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Chaque jour un peu plus, 1 million de plus. Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, toujours accompagné de Dr H. Un plaisir. On a passé toute la journée ensemble, mais on continue. Bah oui, on vous expliquera bientôt ce qu'on a fait parce que vous avez vu les stories, il se passait des trucs. Évidemment, toujours dans la confidence, il y avait aussi la réalisatrice et monteuse du CKR, j'ai nommé Gaël Canyon. Et évidemment, notre showrunner préféré, Mourad Mokadem, qui est dans le chat, qui est sur le Discord, qui est partout. Les croquettes de Mani sont en train de se servir. On a un projet qu'on a hâte de pouvoir vous annoncer parce que je pense que ça va en surprendre plus d'un et ça va répondre même à certaines interrogations ou certaines demandes. Mais je peux pas dire plus. Salut le chat, ça fait trop plaisir de vous voir. Mes petits cracks, ça y est, ils commencent à arriver les petits cracks. On va déjà commencer par vous remercier pour le soutien que vous nous donnez sur Tipeee. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Petit à petit, voilà, on arrive tranquillement à pouvoir tenir le cap, de pouvoir faire en sorte que ce soit une économie qui permette de faire travailler et rémunérer toutes les personnes qui sont sur le dossier CKR, à commencer par Mani, qui coûte cher en croquettes, on va pas se mentir, et le vétérinaire. La révision des 20 000, là, tous les ans, tu sais quoi, en plus mon veto, il m'envoie un message. Mani a rendez-vous pour la révision des coussinets. Laisse tomber là. Donc voilà. C'est vraiment pour Mani qu'on fait ça. Et en litière aussi. Merci Conan the Bear qui c'est pour son 2e mois d'abonnement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, vous nous soutenez, vous nous likez. Merci pour la vidéo du petit rendez-vous qui dépassait les 100K. C'est notre première vidéo qui dépasse les 100K. Comme ça, donc ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Et bravo à toi. Et non, mais merci, mais bravo à nous tous. Et parce que c'était passionnant. Non, merci. On a d'autres vidéos qui arrivent en tout cas, sachez-le. Et j'ai plein de changements aussi à plein d'événements à vous annoncer aussi. Alors, il y a des événements en public qu'on va bientôt vous annoncer. Parce que là, c'est l'épisode 48, donc on arrive bientôt au 50e. Ouais. On avait promis qu'on le ferait en public. On va le faire. Peut-être pas le 50-50, mais dans les 50. Monsieur Gogol s'est abonné, merci beaucoup. Faites comme lui, relancez vos abonnements Prime, ça fait plaisir. Allez, je commence directement dans le vif du sujet. On aura aussi notre pote Manu qui sera dans le public. Voilà, je préfère vous l'annoncer. Si vous voyez un moment, vous entendez des gens passer, Manu et sa fille qui vont passer. On a du public qui veut absolument venir. Attends, à la maison. C'est des privilégiés. Ouais, c'est des privilégiés. Ils ont payé un pack à 2 000 € par mois. Voilà, je préfère vous le dire si jamais vous voulez venir à chaque tournage. Allez, petit message. Sur la dernière vidéo qu'on a lancée, il y a Jabedon qui dit « Même si le sujet était très sérieux, j'ai beaucoup ri sur le sujet du caca. Force aux gens qui ont des soucis de ce côté-là. » Et ouais, c'est du sérieux, c'est du très sérieux. Maya Rodrigo qui dit j'ai suivi le live, mais je regarde encore la vidéo sur YouTube. Ceux qui ne sont pas sur Twitch, vous ratez quelque chose. Le chat et le live imperfect. C'est vrai qu'on a un chat incroyable. Franchement, ça fait trop plaisir. Vous êtes il y a une émission dans l'émission. Il y a une émission dans l'émission. Regarde là, par exemple, depuis tout à l'heure, ils délirent tous sur les révisions autour du chat. Un parallélisme des moustaches, c'est important, machin. Tu sais, le chat, c'est très simple. Quand ils ont un délire, ils s'en battent les steaks de savoir de quoi on parle. C'est genre, on finit notre discussion, continuez. Continuez-vous tous les mais deux. Mais on reprendra quand on reprendra. Le chat, ils font ça live. C'est ça qu'on aime. De toute façon, on s'en fout, il y a une rediff. Voilà, ils regarderont la rediff après. Faites vos trucs entre vous. Il y a Mams qui dit « Exceptionnel, je souhaiterais m'asseoir avec le Doc H. Je partage pas forcément tous ces points de vue, cependant vous poussez à la réflexion, à l'enrichissement de l'intellect. Merci du fond du cœur. » Merci. Franchement, merci à vous. Grave. Et franchement, tu sais quoi, tu l'invites à déjeuner, tu peux, sans problème, il s'assoit. D'accord. Et on peut même parler. Et on pourra même parler. Tout le monde, faut souvent regarder les deux rediffs. Bah oui, l'indépendance du chat. On a un chat... indépendant en autogestion. En autogestion totale. C'était le projet. Il y a Ornella qui dit « Quand j'étais petite, ma mère allait voir le doc du village. Elle devait tout le temps se mettre nue et ses mains se baladaient. Je ne comprenais pas. Ma mère pensait que c'était normal, c'était un homme et médecin, alors on ne remet pas en cause. J'ai 40 ans. » C'est chaud. Hein. C'est bien, c'est affreux, mais c'est bien que tu aies cité ce commentaire-là parce que je sais que, voilà, il y a eu des commentaires donc très... on les lit, encore une fois.
très avisé, et que, encore une fois, je persiste et signe sur cette question-là. Oui, des gens ont relevé, et c'est vrai, mais attention, ils ont relevé qu'effectivement, c'est une profession qui se féminise, c'est tout à fait vrai, mais attention, c'est pas récent, le fait que ça se féminise. Ce qui indique, faites attention, ça ne signifie pas que ça change la situation. Parce que, par exemple, dire qu'à la fin, 62%, 70% des médecins et tout en général, ce sont des femmes, ce qui est à peu près ça, 62%, c'est comme pour les magistrats. Hein. Les magistrats, c'est majoritairement féminisé. Hein. Ouais. Mais les chefs cliniques, c'est une autre statistique. Les profs de fac, c'est une autre statistique. L'ordre des médecins, c'est une autre statistique. Ça, c'est d'une. De deux, ça ne retirera pas le phénomène d'effet de domination, de prédation et de culture du viol, où en fin de compte, même si les mecs sont minoritaires mais sont tout puissants, ils sont tout puissants quand même et ils font n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, mais dans un centre aéré, c'est plein d'enfants. Hein. Ouais. Ça ne signifie pas qu'il y a moins de pédophiles. C'est clair. C'est affreux. Totalement, non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Hein. C'est vrai. Nadia Maxi Bestouf qui dit sur DAZN, il y a de la pub pendant toute la mi-temps et pour les combats de boxe et MMA, c'est abusé le temps de pub. Les prix d'abo sont injustifiés. Canal ne mettait pas de pub avant, mais maintenant c'est fini. C'est moins que les autres, mais il y en a beaucoup plus depuis Bolloré. Ouais, sûrement. J'ai pas. Ouais. Il y a Isaac Youssef qui dit pour le coup, le prix de DAZN n'a rien à voir avec Vincent Labrune. Lui, c'est le président de la LFP, Ligue de Foot Pro. Bon, ça reste un gros tocard qui casse la Ligue 1, mais voilà, vous êtes tellement précis d'habitude que je me dois de vous en informer, les cracks. Alors, Isaac Youssef, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, lui, il n'a rien à voir avec DAZN, c'est le président de la LFP, mais c'est lui qui a choisi d'accorder les droits du foot à DAZN. Oui, c'est le décideur. Il les a pas donnés à beIN Sport ou à Canal+. Voilà, c'est ça. Parce qu'il estimait que Canal et beIN ne voulaient pas s'aligner sur les tarifs qu'il voulait. À savoir, lui, il voulait vendre ça 1 milliard d'euros. D'accord, c'est cette responsabilité que tu as pointée. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que lui, il a décidé de chercher une plateforme qui était prête à s'aligner. Il a de facto propulsé la Ligue 1 sur un service qui était très cher. Alors que normalement, si tu te soucies un petit peu des gens qui suivent le football, des passionnés, tu te dis, bon, DAZN, on compte... déjà, tu leur demandes, vous comptez vendre combien votre truc ? Et tu le fais pas comme ça, tu vois. Le mec lui dit, oui, on va faire un abonnement à 39,99, mais je pense que lui, il a entendu, mais il s'en foutait. Il disait, oui, mais vous les prenez, tiens, prenez. Vous prenez à combien déjà ? Il l'a pas eu, lui, 1 milliard. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là que Vincent Labrune est responsable. Julie qui dit, hello, Dr H, je réagis aux commentaires sur le mariage religieux. As-tu un bon livre à conseiller sur la sociologie du mariage ? Oui, sur la sociologie du mariage, je pense que c'est la permanente étude qui est faite, qui s'appelle la formation du couple. C'est collectif, hein, c'est collectif. Je me souviens plus de qui a dirigé l'ouvrage, mais en fait c'est une étude qui est faite aussi conjointement avec l'INSEE, etc. Et sur la formation du couple, c'est un excellent livre. C'est vraiment un excellent livre. Après, sur le mariage au quotidien ou ce qu'on appelle le couple, parce qu'en sociologie, quand on dit mariage, un couple, exactement, c'est dans l'esprit, c'est pareil. Ce ne sont que des formes différenciées, concubinage, pax, machin, etc. Ensuite, il y a les livres de Jean-Claude Kaufmann sur un peu la sociologie du couple ordinaire. D'accord. Ou la sociologie ordinaire du couple, si tu veux. Super intéressant. Le Mourad les mettra. Il y a toute une étude, par exemple, il fait toute une analyse sur quand un couple se retrouve à acheter un lave-linge. Ouais. Il dit c'est le moment où ça devient décisif. Parce qu'ils mettent en commun leur linge. Ah, tu vois, il y a tout un travail là-dessus, c'est assez passionnant. Parfois, certains sociologues méprisent un petit peu ce genre de sociologie parce que ça a l'air d'être de la micro-sociologie. Ouais. Mais non, moi je trouve que c'est très pertinent. Ouais, oui, bien sûr. Alors, juste, je reviens. Sartek la coupe, merci. Qui dit Luffy, je revis. DAZN Loubiano qui dit DAZN a proposé un match gratuit. C'était Strasbourg-Angers, ils ont perdu 2000 abonnés. Ils savent tellement pas appâter le chaland. Genre, tu mets leur un match au moins du PSG. Enfin, ouais. Strasbourg-Angers. Allez, c'est hypé là. Allez, vous mettez la compta. Je suis cette chaîne depuis YouTube, ça doit faire 6 mois. J'avais un abonnement FOIM, ça fait trop plaisir, Satoru. Merci beaucoup. Encore un magnifique épisode, nous dit Méli. Je kiffe tous vos épisodes car à chaque fois je repars moins bête. Merci à vous deux et vivement le prochain épisode. Et il est là le prochain épisode. En tout cas, merci pour vos messages. N'hésitez pas à en laisser. Et même si vous avez rien envie de dire et que vous mettez j'ai rien envie de dire, c'est bien, ça nous fait un référencement de dingue pour l'algorithme. En tout cas, ça fait plaisir. Avant d'attaquer la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah qui fait plaisir. Ah tiens, on a une question. Bonsoir à tous. Petite question, comment on fait pour utiliser l'abonnement Prime ? Je veux utiliser mon abonnement Prime pour vous. Merci. Je te laisse le chat t'expliquer.
Ouais, Voilà. c'est un Parce peu, que c'est un peu technique. c'est un peu technique. C'est pas du tout trop compliqué, mais c'est un peu technique. Quand même. Mais dans le chat, je sais qu'ils voilà, ils vont être chauds. ils vont faire ça propre. Ça bien. Ouais, T'auras- déjà, tu t'auras dois un être sur tuto. PC. C'est vrai, tu dois être sur ton Oui, ordinateur. ouais. Tu peux pas le faire de ton Tout à portable. fait. Déjà, première étape. Sur c'est le bien. navigateur de. Ouais. Ouais, non, c'est bien. On vous laisse vous en occuper. Avant la petite news HMD, je voulais juste, tu voulais réagir très rapidement sur Hamza, sur les personnes qui. Ouais, on t'a fait remonter des trucs. Ouais, voilà. En fait, il y a des gens. On a fait le fameux. Sur deux choses. Quoi. Alors, on a fait un post. On a fait un post que vous avez demandé. C'était les 10 livres que Hamza recommande de lire. Je sais plus, parce que beaucoup avaient dit s'il y avait 10 livres à lire pour s'intéresser à la psychologie, à la sociologie. Voilà, à la sociologie. Sciences humaines en manière Ouais, générale. sciences humaines, voilà. Productif, quoi. Donc, il a fait un top 10. Je l'ai publié. Parce qu'en fait, on l'avait mis en description d'un épisode. Je crois que ça devait être il y a quelques semaines. Mais bon, évidemment, c'est pas forcément. Enfin, il y en a qui sont passés à côté. Donc, on l'a publié. Et il y en a plein qui ont dit ah bah super, on a que des livres d'hommes blancs qui ont été suggérés dans cette liste, Oui. pas de femmes, pas de racisés, etc. Exactement. Et on l'a beaucoup reproché à Hamza d'avoir fait ce choix. Choix délibéré ? Absolument, c'est incroyable. Ouais. Dis-nous tout, tu peux Non, tu peux mais répondre. j'apprécie, en vrai, j'apprécie d'autant la remarque que c'est Ça soulève quelque chose. c'est un triste constat. Hmm. Parce que, en fait, j'aurais, sans aucun problème, j'aurais pu, mais vous allez le voir. Ceux qui connaissent un peu les références vont vite me comprendre. Les autres, vous allez le voir vous-même. Si je vous conseille Mona Chollet, Christine Delphi, Valérie Boussard, après j'ai encore plein d'autres noms, Naomi Klein, je fais la même chose avec aussi Rewin Connell. Donc là, tout ça, ce sont des noms de chercheuses, d'autrices, etc. Sauf que c'est pas sur l'introduction. Mais Voilà, après, moi, je suis un peu premier degré sur ce point-là. C'est-à-dire que vous voulez l'introduction sur les matières, sur certaines disciplines et sur ce domaine-là. Voilà ce que je donne. Mais c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est très pas, White Club et tout. Je suis totalement d'accord. Et même là, parce que quand j'ai dit Mona Chollet, la plupart, allez, à la différence de Rewin Connell, mais sauf que c'est un tout petit livre, Décoloniser le savoir, qui est un excellent livre. Mais je le ferai. Je donnerai cette liste-là. Mais Décoloniser le savoir, à part Rewin Connell, malheureusement, et Valérie Boussard, qui elle a fait un livre sur la sociologie des professions, parce que j'adore ça, mais c'est pas forcément ce qui va vous passionner. Tu vois ? Oui, malheureusement, en introduction, que ce soit à la psychologie, malheureusement, et que ce soit en sociologie, et même en histoire, ouais, c'est très gênant. Je suis, par exemple, si je vous dis même Mathilde Larère, pour l'histoire, ça sera sur un thème particulier. Mais c'est vrai, si vous me formulez la question, peux-tu nous donner les autrices pertinentes de fou sur telle et telle discipline ? Je vous inquiétez pas, ma liste elle va arriver. Je vais mettre des fois un peu de temps parce qu'il faut que j'en retrouve. Et ça c'est vrai. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté canonique, tu sais, les grands noms, les grands livres, machin. Ah oui. Enfin, en tout cas pour le francophone. Ouais. Il y a Satoru qui a mis une très bonne blague parce que j'en peux plus de ce livre. MDR, imagine Hamza, il te lâche un père riche, père pauvre, le livre de tous les gars qui ont fait du marketing de réseau. Ce livre, tous mes potes qui ont l'impression d'avoir découvert la vie, je vous conseillerais jamais des bouquins comme ça, mais père riche, père pauvre, tu vas tout comprendre. Ou Pouvoir illimité là de je sais pas quoi là, de Robbins, je sais pas quoi là, ignoble, ou Napoléon Hill, je sais pas quoi, ignoble. Mais vrai, non mais jamais. Non, mais j'avoue, père riche, père pauvre. En fait, au début je croyais que c'était un bête de livre. Je pensais que c'était un bête de livre, puis je vois en fait tous les gens qui me le recommandent, et je me dis non mais c'est pas des gens qui lisent des livres de base. Donc ça veut dire déjà c'est suspect. Déjà là ça commence. C'est vraiment Père riche Père pauvre, c'est vraiment le livre des gens qui lisent pas souvent de livres. Donc c'est pour ça qu'en fait ça m'a mis la puce. Non. Donc voilà, c'est vrai que parce que je vois qu'il y a pas de potes. Mais voilà, mais d'ailleurs c'est bien pour le no offense parce qu'on arrive sur l'autre sujet. Donc en tout cas pour les livres vous comprenez, j'espère. En tout cas parce que mais c'est un vrai constat, c'est-à-dire que quand on pareil c'est très la colorimétrie est à l'eau de javel donc même dans les grandes éditions etc. c'est un sérieux problème ça je le partage à 10 000% avec vous. J'ai encore une fois j'ai les noms, mais si vous voulez je vous ferai la version mais ça va être frustrant. Ouais, mais ça va être frustrant. Celle qui va être, si je vous donne la version féminine, puis la version racisée, si on peut dire, ça va sembler, merci, ça va sembler perturbant. Vous allez dire, ah oui, mais donc c'est pas introductif à ça, ouais.
Et pour moi, je veux dire, moi ça m'emmerde, hein. Moi aussi, hein, clairement. Non, mais, écoute, on le fera. Mais, et la deuxième remarque, c'est ça, c'était sur... Ah oui, tu veux. Ah oui, alors très rapidement. Putain, encore une fois, j'ai sorti le timer et je l'ai pas lancé. Putain, je suis vraiment une merde. Il faut jamais dire ça. L'autre remarque, c'est que dans l'extrait qu'on a isolé... Salut Manu! Hello! Installez-vous. Ça y est, on a notre public qui est là. On a notre public. Il va applaudir, chauffeur de salle. Voilà, c'est ça, là, on a toute l'équipe, la fine équipe au complet. Non, l'autre sujet, c'était sur le réel qu'on a posté sur Instagram par rapport à la culture du viol, etc. À un moment, tu parlais de ces jeunes hommes qui étaient dans le déni de la culture du viol, et t'as dit, bah après, c'est pas moi qui vais leur faire leur éducation, je suis pas leur mère. Et il y en a plein qui se sont arrêtés à ça, alors qu'en fait, tout le propos, c'était pas sur c'est les mères qui doivent éduquer les gamins. Ben non. Ce que j'expliquais à une personne, après j'ai arrêté parce que j'en recevais trop, c'est une expression. Déjà, de base. Mais on peut le prendre au premier degré aussi. Mais je veux dire, c'est l'expression, tu vois. Et après, tu auras une explication sociologique là-dessus. Et en fait, le propos, il allait justement pas du tout dans ce sens-là. Tu vois, il responsabilisait avant tout les hommes, etc. Et donc, tu voulais répondre à ça aussi quand tu dis « je suis pas leur mère ». Oui, parce que en gros, déjà, oui, effectivement, expression, mais expression à dessein. C'est-à-dire que concrètement, attention, hein, les schémas, lorsque nous parlons des schémas de domination masculine, lorsque nous parlons des schémas de culture du viol, littéralement, il y a la problématique de l'exemplarité masculine. Et que, oui, alors, donc, ça me semble important pour les gens, donc c'est très bien. Oui, effectivement, mais c'est précisément ce qu'on défend, c'est que les deux père et mère, dans le cas de parentalité hétéro, c'est aux deux de faire l'éducation. Alors c'est bien, parce que j'ai envie de dire, ça c'est une évidence, sauf que, la sociologie, elle vous dit que malheureusement, on a encore beaucoup trop de chemin sur ce plan-là. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, en gros, comprenez bien une chose. Et d'ailleurs, Bourdieu en a parlé, et il a été critiqué là-dessus, c'est vrai, mais je pense qu'il a là-dessus justement raison. Il ne s'agit pas de porter une énième accusation des problématiques liées aux violences sexuelles et sexistes vis-à-vis des femmes, à nouveau par le truchement des femmes, mais il s'agit surtout de mettre en perspective un vrai problème où il y a des problèmes de relations éducatives entre les mamans et leurs fils. Et surtout dans certains schémas en particulier, j'entends par là le schéma maghrébin, entre autres, celui que je connais bien. Mais donc concrètement, c'est surtout pas pour faire porter le fardeau, au contraire, mais de bien comprendre que oui, il y a des origines en fait de ces schémas éducatifs. Il y a ce qu'on appelle, encore une fois, on revient sur la question de la socialisation. C'est comment on est sanctionné, comment on est récompensé. C'est ces mécanismes-là qui sont en jeu. Mais c'est vrai, mais encore une fois, ce n'est pas chose du tout évidente. Mais au moins comme ça, c'est précisé. Je viens de penser à un truc parce que dans le chat, tu connais le chat. Ah oui. Ils sont déjà sur autre chose. Ah, on est d'accord. Ils sont sur les meilleurs d'or. Ah, ok. Ils ont fait la cérémonie, je pense. Mais en fait, je suis en train de me dire, faudrait peut-être qu'on le fasse. En fait, ouais. Mais c'est-à-dire que oui. Franchement, ça serait très drôle qu'on fasse. Je sais pas ce que ça sera un Coca Zéro d'or. Ah oui, un Coca Zéro d'or, putain, ouais, mais oui. Faudrait peut-être qu'on fasse les meilleurs. Avec une perruque. Avec une perruque sur le Ah ouais. Je réfléchis. On va réfléchir, mais notre public, c'est notre inspiration. Ah ouais. Vous êtes les meilleurs. Ah ouais, franchement, ouais. Bref. On passe à la petite news HMD, la petite news qui fait plaisir, qui est celle où on est content. Là, la petite news HMD, en fait, ça se passe chez moi à l'île Maurice d'ailleurs. Ça se passe à l'île Maurice et Vlatipa, qu'il y a un arbuste dont l'espèce était considérée comme éteinte depuis 1990. C'est le cylindrocline de Laurence. Et il a été réintroduit grâce aux biotechnologies in vitro. Et c'est un progrès de ouf pour la restauration de l'écosystème mauricien. Et pour une fois qu'il y a un truc qui se passe à l'île Maurice, franchement, déjà, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je voulais parler. Voilà, tu vois. Depuis la disparition du dodo, c'est ça ? Là, je me dis, si on a réussi à refaire vivre un arbuste, il y a moyen qu'on refasse vivre le dodo. Parce que je rappelle que les dodos, qui n'existent plus, pour ceux qui regardaient... qui kiffait Alice au Pays des Merveilles, il y avait un dodo dedans. Et le dodo, il était notamment à l'île Maurice. Et aussi à La Réunion, non, Gaël ? Et en fait, je me dis, mais
Le dodo, moi, j'ai toujours voulu en voir et je suis persuadé que, genre, à chaque fois que je suis à l'île Maurice, je me dis, ça se trouve, on va tomber sur un dodo, tu vois. Malheureusement, l'espèce a été éteinte en partie à cause des Hollandais à l'époque où c'était colonisé par les Hollandais parce que ils adoraient manger le dodo. Ouais. Parce qu'en fait, apparemment, il était dodu, le dodo, Ok. et il courait pas vite Bah non. et il volait pas. C'est Donc, typiquement parfait pour La, un la occidental. cible, ouais, la victime parfaite. Voilà, vraiment, pour un colonisateur. Ah bah là pour un colonisateur il avait plus qu'à il avait juste à se blesser. C'est difficile, dis donc. Il a chassé le dodo, tu sais les mecs qui partaient. C'est un vrai sport. Hein. Les mecs qui partaient à la chasse au dodo, ils revenaient vraiment 20 minutes après. Chérie, on part à la chasse au dodo, on peut manger dans à chauffer les pâtes. Dans 20 minutes, je te jure. Oh là là. Et je me dis moi j'aimerais bien en voir, voilà. Ah, il a réussi à utiliser son abonnement Prime, bah c'est parfait. Bref, non, c'est une bonne histoire. Donc, si jamais. Il y a un dodo exposé à la Grande Galerie de l'Évolution, mais c'est un fake avec des plumes d'autres animaux. Mais je suis chaud de le voir quand même. Mais bien, grâce à sa mère, ça pourra faire des bons tacos, les gars. Mais vivant, non pas vivant. Non, empaillé, mais c'est un faux. Enfin, ouais. Oui, mais c'est même pas un vrai empaillé, quoi. Non, c'est même pas un vrai. Mais ça se trouve, ça existe, hein. En même temps, ah oui, d'accord, putain. Ah ouais. Il y a Cécile qui dit putain, je vais devenir ouf. J'écoute Kevin et Hamza, je chatte avec vous. En même temps, je regarde Cache Investigation et je rédige une convocation d'Assemblée Générale. Eh ben écoute, ma foi, si tu survis à cette soirée. Winner. C'est que vraiment, t'as des super pouvoirs, Cécile. On passe tout de suite au Mezzé. Ouais. Ils sont trop forts. Mezzé, les petites news à grignoter entre amis et tout. Vous connaissez. Ah oui, c'est le Cache Investigation sur McKinsey. Vous nous direz dans le chat comment ça se passe. Ça nous intéresse. Il y a des dos, ça. Aurore Berger, tiens, on commence avec Aurore Berger. Alors, selon les infos du journaliste Victor Castanel, ex-ministre de la famille Aurore Berger, a pesé de tout son poids pour empêcher la tenue d'une mission d'enquête parlementaire visant à clarifier les dysfonctionnements dans les crèches privées. Cas de maltraitance, défaut de surveillance, utilisation de l'argent public. De tout son poids. N'en parlez pas. Tu vois, vraiment, mais alors, il y a un scandale là. Oui, on est en plein dedans. Bah, Mourad, il dit en plus au détriment de nos enfants, quoi. Est-ce que c'est bien de mettre une personne sans enfant à la tête du ministère de la famille? Réponse non, en fait. Non, jamais, en fait, voilà, tout jamais. Pour être sûr. Vraiment, pour ne lever toute ambiguïté. Ouais, voilà, comme ça, on est... Après, est-il responsable de mettre Aurore Berger tout court à la responsabilité d'un ministère? Oui, voilà. Ça. Réponse non, également. Non. Grand Max à la responsabilité d'un bâton de berger. Voilà. C'est tout ce qu'on peut lui confier. Voilà, j'ai écrit ma blague il y a vraiment 6 heures et je voulais absolument la faire. Ça passe. D'ailleurs, dans le chat, il y a des gens qui ont commenté sur les réseaux. Anne qui dit ce qui démontre que Aurore Berger se moque que des enfants en bas âge, soit maltraités. C'est réellement plus scandaleux que Orpea, car cette maltraitance est de fait institutionnalisée grâce à ces petites magouilles. Mais c'est vrai, l'idée de vouloir cacher ce truc-là, c'est quand même chaud. C'est extrêmement grave. C'est criminel. Mais pourquoi? Corruption. Ah oui, voilà. Oui. Non, c'est grave. Non, mais c'est très grave. Oui, parce que je veux dire, quoi, elle déteste les enfants. Oui. Honnêtement, non, tu peux pas. Oui, c'est soit ça, en fait. Hein. Oui, c'est vrai que c'est soit elle a touché un billet pour qu'on lui dise c'est bon, Aurore, tu peux éviter galère quand même, qu'il y ait des contrôles. Ouais. Donc c'est soit ça, soit c'est je déteste les enfants, je veux qu'ils souffrent tous un par un. C'est cru, ouais, genre de cruella. C'est tout. Il n'y a pas 3 options. Il n'y a pas. Il y a Furano qui dit j'ai beau chercher, le monde politique n'est composé que de méprisables crevures, c'est effarant. Si on a les politiques qu'on mérite, ça en dit long sur notre niveau. D'ailleurs, je pense que c'est faux, tout à fait. Je pense qu'il est important de dire que. Je pense qu'on est plutôt des gens bien. Vraiment. Donc je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt le contraire en fait. Ça interroge encore une fois les sources et la réalité du pouvoir. Et que le pouvoir, par nature, n'est pas censé représenter. Le pouvoir, c'est quelque chose qui s'impose. C'est pour ça que ça ne sera jamais représentatif. Encore faut-il bien analyser la question du pouvoir. Ça, c'est super intéressant comme réflexion, j'avoue. Peut-être que je mettrai en titre de cette vidéo, sache-le. El Morgen. Ah, la pâte à tartiner algérienne. Quelle histoire. El Morgen. Ça vient d'être interdit en Europe. À la raison officielle, l'Algérie ne fait pas partie de la liste des pays pouvant... Ainsi qu'au système solaire. L'Algérie ne fait pas partie de la liste des pays pouvant importer des produits contenant du lait. Lait qui était lui-même importé de France. Bravo les Français, oui. Mais je comprends pas, en fait. Je crois qu'il y a eu un buzz tellement ouf qu'ils ont eu le seum. Je sais pas. Là, on est dans du seum. Non, parce que moi, du coup, j'ai envie de goûter. C'est ça le problème. C'est le principe. Alors qu'en vrai, je l'aurais jamais calculé, tu vois. Personne. Pas même les Algériens. Bah oui. De quoi tu parles? C'est comme demain, tu dis on boycotte le Selecto.
Ah bah ça Ça y est. va hausse de ouf. Lançons une rivière. Ouais, je crois que le Selecto, ça va être boycotté parce qu'apparemment, il y a du samplon 95 dedans. Sachez-le. Voilà, je dis ça comme ça. Peut-être que, voilà. C'est n'importe quoi. Mais alors, ce que dit Mourad, c'est que ça veut dire que la France exporte du lait en Algérie, ok. Bah oui. Mais ça voudrait qu'il serait Ce qui pas était aux d'ailleurs un normes. scandale pour l'Algérie, les pauvres. Mais oui. Ouais, et qui serait pas aux normes françaises Voilà. Tout à fait. et européennes. Voilà. Ça n'a pas de sens. Bah. Parce que ils te disent non, ils respectent pas les normes du lait, ok. Le lait vient d'où? De chez vous, Voilà. ok. Mais oui, Mais c'est une mais comme il a honte. passé la douane, le lait s'est Ouais. converti. Ah, là. Faut se C'était méfier ça. de ces vaches-là. C'est tout à fait ça. Hein. Ces meux-là, je les sentais pas trop. Je sentais qu'il y avait un truc. Ouais. C'était pas blanc et noir, c'était blanc et vert. Et durant Loïc qui est en commentaire qui dit on fait venir de la nourriture dégueulasse américaine, mais on refuse d'importer un produit algérien. Cette Macronie s'en fond jour après jour dans son racisme pur. Mais c'est Et ridicule. Ray Ananas qui dit ils veulent nos ressources, mais pas nos produits. Ouais, c'est vrai. Sachant que bientôt, on va être inondé par les produits pharmaceutiques algériens. Pourquoi? Parce qu'ils produisent de ouf. Hein. Ah, ça, je savais Et pas, tu nous, vois. on produit de moins en moins. Hein. Et ouais, au niveau même des médicaments génériques, ils sont spécialisés sur les génériques depuis un long moment. Et là, Ah ouais. c'est. Ah ouais. Et franchement, attention, stylé. Hein. Donc, Ah ouais. ça va être drôle. Hein. Bon, je savais pas, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Il y a quelqu'un qui a mis un truc très drôle. Aménodi qui met plus rapide de sanctionner des ventes de pâtes à tartiner que de stopper les ventes d'armes. Ah bah tiens, c'est marrant ça. C'est vrai que là, c'est Ah, rapide. c'est très pertinent. Ah ouais, là vraiment, c'est stop, plus de pâte à tartiner. Hop, 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 le lait, Mais- vient- et non. les Kalachnikov, on fait comment en fait Euh, Attendez, on alors, va voir attends, la parce que là, législation. ouais, Parce que t'as vraiment plus le Parce formulaire. qu'en plus, Ah. c'est 48 jours ouvrés, puis là, c'est tombé sur un week-end. C'est super exactement, chaud, et puis on fait nos ouais, semaines, on là va ça voir. commence à être compliqué, on a Ouais. fait des rotations, là on n'était pas, et puis en au plus, taquet. moi, là. j'avais là un fongicif, là, donc je change totalement de domaine. Donc, Ah, vraiment, tout à fait, ouais, le changement de poste. donc, faut que je forme mon nouveau remplaçant, mais Dur. Ouais, chaud. Mais on va voir ce qu'on fait. Ouais, là-dessus. On va voir. Attention, on va rentrer dans un truc un peu une popular opinion, comme on dit. Le documentaire sur Inoxtag. Inoxtag, streamer qui a fait une ascension de l'Everest. Ça a fait 18 millions de vues en 24 heures. Purée, C'est un carton. Et ça va être diffusé sur c'est peu TF1. de le dire. Et il y a une grosse polémique sur le fait que ce soit un petit riche millionnaire qui se fait un kiff en exploitant des Sherpas et qui ne respecterait pas la montagne, etc. Alors évidemment, ça c'est il y a des rabat-joie qui vont dire, voilà, il y en a d'autres qui vont dire c'est génial parce que Mourad, lui, il a vu le documentaire, il dit, je trouve sincèrement que je le trouve sincère dans la démarche. C'est un vrai message de sortir des écrans et de trouver son Everest, son défi dans la vie et d'être chaque jour meilleur que la veille. Donc, Mourad, lui, il est hypé. Mais t'en as d'autres, tu vois, qui disent c'est un petit con blindé qui a jamais étudié, jamais travaillé, qui nous dit de sortir de son cocon et d'oser des choses. Alors que moi, je vais te dire, mon petit israélite bandeur de test, qu'est-ce qu'il raconte de Inox? Le mec, il a tout mélangé. Ukrainien, machin. Il dit c'est pas parce que t'as cédé ton petit caprice de riche en te faisant traîner par des Sherpas qui goûteront jamais le 129 de leur vie que tu peux t'improviser philosophe et psychologue parce que je sais pas si t'as oublié, mais la tranche d'âge de tes abonnés, c'est 8-15 ans. Et tu leur vends du rêve, là, ces pauvres gamins. Cordialement, va te faire en l'écu. Ah ouais, carrément. Ah oui, d'accord. Allez, t'es pas content contre Inox. Ouais. Elle est déjà fâchée quand même. Ouais, elle était très fâchée. Ah, c'est du message. Ah, ça, c'est du message. En fait, c'est marrant. Alors, moi, Moi, je me regarde, continue. Hein. Oh, non, c'était le. Il y a Kieran qui dit aucune personne n'arrive à sa cheville dans le YouTube Game. Il nous a tous mis une claque de motivation. Bravo Inox. Et Notion, Les congratulations. Oh, comme quoi, quand on sort de sa zone de de confort, félicitations à lui. Ah oui, mais les congratulations, non. Ouais. Ouais, bravo, Ouais. bravo, non. C'est lui qui doit dire bravo. Oh, bravo. Oh Ouais. là là, mon compte bancaire. Oh là là, bravo. Ah oui. Non, Mon en compte fait, YouTube. Oui, bien sûr. j'ai deux axes. J'ai deux axes là-dessus. Déjà, moi, je trouve que globalement, ce qui est marrant, c'est que l'être humain, il aime toujours aller dans des endroits ou faire des trucs qu'il n'est pas censé pouvoir faire, tu vois. Genre, je veux caresser des lions. Je veux nager avec des dauphins. Je veux aller dans l'espace. Je veux sauter dans le vide et être retenu par un élastique. Ouais. Et en fait, c'est toujours à surpasser. Alors, c'est des choses incroyables, tu vois. Mais parfois, je me dis, peut-être qu'il faut accepter qu'il y a des trucs, faut peut-être... Faut les laisser tranquilles. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tu vois, même le saut en parachute, tout ça, on dit que c'est incroyable. Quand tu l'as fait une fois, tu es sur un nuage et tout pendant peut-être 5 jours, mais après, tu reprends le RERB, tu reprends ta vie et tout. Et puis, les bienfaits de ce shot d'adrénaline, tu peux pas les préserver longtemps. D'ailleurs, c'est ça le drame, c'est que souvent les gens veulent le reproduire. C'est connu, ça. Bien sûr. Ça. Et ça, c'est pas bon. Et souvent, c'est des trucs forts, tu les fais une fois dans ta vie, mais c'est très dur de garder les leçons de ce truc-là longtemps.
Même si c'est très marquant, tu vois. Non, en fait, mais après, moi, voilà, que les gens fassent ça, j'ai pas Je d'avis vais te demander là-dessus. un truc là-dessus. Vas-y. Ok, j'ai pas d'avis là-dessus. Juste, en revanche, je vais vous faire part de quelque chose concernant l'Everest. Je dis ça parce que j'ai joué dans l'Ascension. Le film d'Ahmed Silla où il escalade l'Everest. C'est le mec qui veut juste placer sa promo. C'est le seul film dans lequel que j'ai fait et je m'étais beaucoup renseigné sur les Sherpas à l'époque. Même si moi, dans le film, je joue un animateur radio. Ah bah tiens, tu vois, comme quoi. Et je joue un animateur radio et j'ai tourné à La Courneuve avec Walidia notamment. On était co-animateur dans le film. Et ben en fait, je me suis renseigné, tu vois, j'ai regardé des reportages et tout. Et là, j'ai vu un post de France TV Slash qui m'a fait faire une connexion dans ma tête avec ce que j'avais vu. En fait, là, ils m'ont updaté France TV Slash sur la situation de l'Everest et c'est chaud. Je vous explique. En fait, chaque année, il y a des centaines de personnes qui tentent de réussir cette ascension et du coup, ça devient un business qui génère de l'argent. De la même couleur, hein, les personnes qui tentent. Hein. Oui, évidemment. Tous les Occidentaux, on connaît. Qui génèrent de l'argent et beaucoup de compagnies low cost au Népal, du coup, se mettent à délivrer plein de permis, tu vois. Plein de permis à tout va, etc. À tel point que la Cour suprême du pays himalayen a récemment... c'est au Népal, hein, c'est au Népal, c'est ça. C'est l'autorité népalaise. A récemment limité le nombre de permis délivrés parce qu'il y en avait trop. Ouais, alors en fait, c'est l'un des gros... Et le gros problème, en fait, de l'Everest, parce que c'est censé être une montagne qui est quand même très difficile à... Qui est inaccessible. Qui est inaccessible de base. C'est le principe de base. C'était fait pour ça, une montagne. Ouais. Et ben, son plus gros problème, c'est l'afflux de monde. Et ça, à tel point que ça crée des embouteillages en haute altitude. Mais oui, mais n'importe quoi. Et parfois, ils font enjamber les corps et les morts. Parce que oui, je précise aussi qu'il y a beaucoup de gens qui meurent pendant l'ascension. Et en fait, comme c'est inaccessible, on évacue les hélicoptères, ils n'arrivent pas. Hein. On évacue que très rarement le corps. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pour vous dire, les corps, parfois, sont des repères pour les grimpeurs. Mais non. Parce que quand il y a tel corps et tout, tu sais que tu vas passer par là. Mais non, c'est très. C'est sympa quand même, c'est une ambiance rigolote. Et Mourad me précise qu'on critique ça aussi dans le documentaire, parce qu'en fait, quand Inox arrive sur le haut de la montagne, il voit qu'il y a plein de monde, tu vois. Ouais. Et à un moment, il y a quelqu'un qui crève à côté de lui. Hein. Voilà, c'est bien. Parce qu'en fait, ça crée un éboulement et il y a quelqu'un qui meurt à un moment. Tu sais, c'est le truc... 2 millions de vues. C'est un truc... Moment visionné. Merci pour la pub. Mais c'est d'un cynisme. Merci Conan, ça fait trop plaisir. Et donc, ouais, non, c'est pour ça m'a un peu refroidi. Et en fait, un peu, ouais. l'Everest, il y a un autre problème, c'est que l'Everest, il est couvert de déchets aussi. De déchets. Ah bah, de déchets. Il n'y a pas de toilettes aussi. Donc, du coup, il y a beaucoup de plaintes de gens qui disent qu'il y a des selles humaines qui sont visibles sur les rochers de partout et que certains grimpeurs tombent malades aussi. Mais c'est... Et en fait, ça, c'est le côté un peu deg de... Mais tout est deg, en fait. Pardon, mais tout est absolument dégueu. Tout ça pour satisfaire la lubie de pauvres gens qui n'ont pas assez de sensations parce qu'ils vivent pas une vraie vie, en fait, et qui veulent se créer, en fait, une sorte de personnalité complètement superficielle. Et ça, sur le dos, et le dos d'une humanité qui souffre. Parce que ce soit celle qui en subit directement les conséquences, comme celle qui espère en tirer profit. Parce que dans les deux cas, en fait, il y a une misère. Tu vois ? Oui, bien sûr. Et en plus, sans parler de la question de l'environnement, de la montagne fout lui la paix, en fait. Hein. Mais c'est très dingue, hein, quand même, cette maladie qu'on voit, en fait, que ce soit avec le tourisme de masse, les safaris, hein, monter à dos d'éléphant en Thaïlande. Ouais, voilà, tout le truc comme ça. En fait, c'est parce que c'est vraiment, tu sais, il y a un double regard. Il y a le regard de considérer que le monde est à vous. Tu vois, c'est comme si ton petit jardin, tu te lèves le matin. Tu vois, quand t'as une maison avec un jardin, tu dis, oh, je vais me balader dans mon jardin. Ouais. Tu vois. Bah là, il y a vraiment cette attitude-là de, ouais, je vais aller sur l'Everest. Ouais. Je vais aller... Tu fais, mais c'est pas chez toi, en fait. C'est ni chez toi, ni chez ta mère. Donc reste tranquille, en fait. Tu dis et ta père, et ton père, et tes grands-parents. Non, mais voilà. Et tes tuteurs légaux. Exactement. Tout à fait. Et tes parents biologiques et tes parents. Non, mais littéralement, c'est quand même un truc de. Mais tu te rends compte de cette question de se sentir autorisé, de se sentir légitimé, et a fortiori, parce que c'est ça qui est ouf. C'est que les gens vont dire, oui, les Sherpas et tout, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ah, mais t'inquiète pas, là, il s'est mis bien, le monsieur, là. Hein. Le inox, je sais pas quoi, là. Mais c'est d'un malsain. Non, mais le concept d'avoir des balises dans un trajet, c'est des corps de gens morts, mais... Non, mais moi, je sais pas. Moi, je m'arrête déjà à ce niveau-là. Hein.
La phrase, moi, c'est fini, c'est terminé. Tu te rends compte que si tu crèves pendant ton ascension, potentiellement, on récupère jamais ton corps. C'est ça, salut, allez. Et il y en a qui sont... Je me rappelle dans les reportages que j'avais vus, il y a des cadavres qui ont la position qu'ils avaient quand ils sont morts. Non, mais donc genre ils sont assis, tu sais. Donc t'as des cadavres assis, ils ont gelé, tu vois. Mais c'est un truc Non, c'est hardcore, c'est hardcore. de ouf. Et là, il y a eu un mort dans le Putain, tournage. alors à vérifier dans le chat, il y a quelqu'un qui dit Sherpa payer $20 la journée, rappelons-le. Parce que je rappelle aussi Évidemment. les Sherpas, c'est ceux qui t'aident à grimper, qui portent le matos. Ils sont des grands oufs, hein. C'est des gens qui maîtrisent. Et eux, ils montent avant toi pour préparer le terrain, puis après ils redescendent chercher des trucs, et puis ils remontent. Non, c'est les Sherpas, c'est sans Sherpa, tu montes pas. Voilà. Sans Sherpa, tu montes pas. C'est d'ailleurs le slogan de leur boîte. Non, mais tu te rends compte quand même. En plus, c'est de la triche en fait. Ouais, j'ai fait mon ascension. T'as fait rien du tout ton ascension. T'as été assisté. On t'a fait du babysitting. Alors, de A à Z. Il y a les puristes. Moi, j'en veux pas Inox après. Moi, c'est plus l'humain en général. Ah, moi, je veux pas. Je vais juste te guillotiner, mais vas-y. Bah ouais. Non, en fait, le problème, c'est que. Alors, tu sais, les puristes il y a des puristes aussi professionnels, des grimpeurs professionnels. Tout à fait. Ah oui, c'est des grands barrés. Hein. Ouais, et ben, il y en a un qui a commenté, tu vois, Inox, en disant. Il a monté apparemment l'Everest avec des bouteilles d'oxygène. Moi, je croyais que tout le monde le faisait. Mais il dit, monter avec des bouteilles d'oxygène, c'est comme faire le Tour de France en vélo électrique. Ils sont 6 à 7 marées cette vanne. Mais chez les grimpeurs, moi, je suis 7ème. Chez les grimpeurs, cette vanne, apparemment, c'est... Non, mais parce qu'en plus, c'est très connu. Hein. C'est mort, hein, tu peux pas. Hein. C'est des oufs ceux qui le font ça. Hein. C'est des grands malades. Mais eux, ils meurent. Parce que pour le coup, ils peuvent mourir. Ils se compressent de ouf. C'est complètement dingue. Mais ça, c'est... On en parlera de toute façon parce qu'il y a vraiment ce rapport... C'est le comble du matérialisme nihiliste humain dans le sens... Là, je donne plein de mots très philosophiques. On aime bien. Mais c'est vraiment pour expliquer ce truc de... Mais t'as rien de mieux à faire. Dis-moi la vérité, t'as rien de mieux à faire. C'est-à-dire que... Et là aussi, parce que c'est ça que je voulais te demander. Oui. Il a sous-entendu il a prétendu qu'il y avait un message quand il a fait ses démarches, genre le dépassement de soi, de mon cul sur la commode et compagnie là. C'est un message pour dire qu'on peut sortir de son. C'était une épreuve compliquée. Il a sorti un marathon philosophique. Kaizen, ça veut dire s'améliorer. Ouais, ok, d'accord. Chaque jour. Alors décède immédiatement en fait. C'est vraiment. Chaque jour un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Chaque jour un peu plus, 1 million de plus. Vraiment, je vais m'étouffer par mon argent. Attends, Kaizen, c'est pas l'art japonais de... Ah non, rien à voir. Je ne sais pas. Je ne suis pas... Tu vois, il y a un art japonais de l'idée, c'est de quand t'as un vase qui est cassé, tu le reconstruis et tu mets des feuilles d'or en guise. C'est chinois. Ah, c'est chinois. Ouais, non, mais sûrement les Japonais ont le même. C'est quasiment sûr même. Oui. Donc il doit y avoir l'équivalent japonais et l'équivalent chinois. Ah, la restauration avec de l'or, voilà, c'est ça. Non, je confonds, ouais. Le Kaizen, c'est dans le lean management. Ah, ok. Dans le lean management, sérieux ? C'est quoi le lean management ? Le lean management, donc management, tu sais ce que c'est. Lean, c'est on nivelle. Hein. On fait ça, on met bien à plat, on écrase. Donc c'est du management dégueulasse. Déjà que le management c'est dégueulasse, mais si tu dis management dégueulasse, bah là c'est qu'en fait c'est plus. Donc je suis surpris. C'est 50K d'inscription, ils disent pour l'ascension. Alors Nadir Dendoun, lui, il avait réussi à réunir. Nadir Dendoun, dont vous avez fait le mec dont on a fait le film l'ascension. Il avait réussi à réunir grâce à des sponsors et des gens de son entourage, etc. 15 000 €, mais c'est le minimum. Non mais voilà. Tu veux que je te dise mon opinion ? Oui, je pense qu'on l'a déjà. On l'a un petit peu senti. Ouais. Je considère que c'est complètement criminel de faire ça, tout simplement, et que ça ne devrait même pas, ça devrait être littéralement interdit. Sauf que les pays fragilisés ne peuvent pas se permettre. En gros, littéralement, si c'était un pays scandinave qui devait gérer l'Everest, ce serait interdit même d'y penser. Tu vois ? Parce qu'on considérait que c'est un coût humain et c'est un coût écologique exorbitant. Et par exemple, on a interdit d'aller en Antarctique, par exemple. Non, en Arctique. Oui, il me semble. Oui, en plus, il me semble bien. Pour préserver. Mais il y a plein de sites de toute façon en Europe où tu peux pas y aller parce que c'est dangereux. C'est juste parce que c'est dangereux et qu'on considère que si jamais tu y vas, il va y avoir une mission de secourisme qui doit se faire et que cette mission elle va être elle-même en danger parce que c'est 100% le cas dans ce genre d'ascension. S'il se passe quoi que ce soit, d'où le fait qu'il y ait des cadavres. Mais en gros, concrètement, je ne comprends pas une seule seconde
la moindre pertinence de cette pratique de colonisateurs complètement imbus d'eux-mêmes. Même si ce ne sont pas forcément des blancs qui le font, parce qu'il y a des non-blancs qui doivent le faire. Mais c'est un raisonnement, je ne comprends pas. Mais vraiment. Parce que je sais que certains, surtout les athlètes de l'extrême, mais pour moi, les athlètes de l'extrême, c'est un petit groupe qu'il faut mettre à part, comme les apnéistes tarés, etc. et tout, pour qui franchement, j'ai eu beaucoup de respect. Hein. Mais eux, franchement, laissons-les parce qu'ils savent faire leur truc. Tu sais, ils font des trucs de malades, ils vont dans des profondeurs de fous, etc. Et ils décèdent parce que c'est ce qu'ils cherchent, en fait, en réalité. Oui, parce qu'il y a un suicide latent, en fait. Hein, oui, quand tu fais des trucs super dangereux à plusieurs reprises, c'est que tu as une petite envie de décéder, en fait. Hein. Tu veux l'assumer avec une certaine forme de dose d'adrénaline. Hein, t'as Mourad qui m'a écrit un petit message pour toi. Il a mis Dr H égale rabat-joie. à votre service. Alors, on va rester dans les sujets qui vont faire plaisir à Dr H. Cyril Hanouna, il a déclaré économiquement. À un moment, non, j'arrive pas à limiter. Économiquement, à un moment, il va falloir se poser la question des aides. Pas des aides algériennes, voilà. Des, plus loin, aides AIDS. Le plus gros problème aujourd'hui en France, c'est la sécurité sociale. Il a dit ça dans son émission sur Europe 1. Le plus gros, il a dit quoi ? Le plus gros problème en France, c'est la sécurité sociale. C'est vraiment une phrase très intelligente. Mais la sécurité sociale, c'est un gros problème en France. Elle menace tout le monde dans la rue. Moi, une fois, elle a voulu me voler 5 euros. Non, c'est chaud, la sécurité sociale. C'est connu, hein, c'est connu. Elle insulte les gens. La police n'arrive pas à trouver la solution. Elle a un réseau de ouf. Elle crève les pneus des voitures. Et tout. Non, faut faire gaffe à la sécu. Trop dangereux. Et donc, en fait, c'est ouf de dire comment Mourad, il disait comment tu peux être contre l'idée d'aider ceux qui sont en difficulté surtout quand toi, tu es déjà dans les 0,1% des plus lui, riches. il est même plus, je crois, au 0,1. Je crois qu'il est au 0,0. Hein. Il est multimillionnaire, quoi, en gros. Et il a été en galère. Enfin, il l'a raconté plein de fois. Il a eu des passages de ouf de sa vie où il a été en galère, etc. Lui, c'est pas un héritier. Hein. Non, c'est pas un héritier. Non, enfin, son père est médecin, mais c'est pas. Voilà, il vient d'une classe populaire. C'est un médecin généraliste de ville, etc. Des lilas. Oui, tout à fait. Mais le truc, c'est que tu te dis, ouais, comment tu peux oser dire ça, et même si tu le penses, enfin, c'est tellement insultant aussi pour tous les gens, parce que les gens qui l'adorent dans tes PMP, c'est pas les CSP+. Je préfère te le dire tout de suite. Mais il y en a de moins en moins, hein, je pense. Hein, c'est bien plus. Tu penses que ça c'est droitard décisé. Ça explique aussi le gain de... Comment dire ? Le fait que tout le monde ait aimé ta vidéo sur ça. Aussi, tu vois, parce que les gens commencent de plus en plus à se sensibiliser sur le fait que soit je dirais il est devenu, soit il a toujours été, mais moi je dirais plutôt qu'il est devenu une vaste arnaque. Et tu sais que cette phrase, laquelle de Hanouna, le problème. Tu crois vraiment qu'elle vient de lui ? Tu penses qu'elle vient de qui, toi ? De son mentor. Mais oui, de son patron. Alors moi, je couperais la poire en deux. Je couperais la poire en deux. Je pense qu'il est dans un conditionnement qui fait qu'il prend des postures parce qu'il sait que ça va faire plaisir à sa ligne éditoriale. Oui. C'est que c'est pas un ordre direct de Cyril, demain tu pourras dire non. Mais moi ça m'a l'air tellement de venir de nul. C'est vrai. Et alors Déjà, je fais ce que je veux. Déjà à base. Mais parce que en réalité, parce que pour moi, en fait, elle vient trop de nulle part cette phrase. Donc pour moi, ça sent quoi ? Après, on n'a pas vu le contexte. Le déroulé. Le contexte. Mais en réalité, c'est simple. Soit c'est son opinion et Sartek, frère, hein, reste tranquille avec tes histoires. Ouais. Soit, concrètement, ça s'appelle préparer le terrain. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il a fait avec la LFI, tu vois. C'est qu'en fait, il prépare une opinion hostile à telle et telle chose. Donc là, il prépare une forme d'opinion au discrédit qu'on doit porter à la sécurité sociale en disant peut-être que ça coûte une blinde, machin, parce qu'il y a une volonté, mais ça, c'est pas caché, hein. C'est pas du conspi, hein. C'est concret, une volonté en haut, en l'occurrence par BlackRock. Quand BlackRock sert plusieurs fois la pince au président et même au Premier ministre, il se fait même décorer, BlackRock, son rêve, c'est que la sécurité sociale disparaisse. Tu peux me rappeler BlackRock, c'est une des filiales de Satan. En gros, c'est un grand groupe américain extrêmement puissant, qui mais vraiment devenu très très puissant, qui entre autres gère et en fait investit dans des grands fonds de pension. C'est littéralement, on a les preuves, hein, parce que c'est vrai qu'on pouvait sortir ça comme étant conspi, on a les preuves que BlackRock a été à la manœuvre de la première réforme de retraite sous Sarkozy. Et toutes celles qui ont suivi sont toujours BlackRock à la manœuvre. Pourquoi ? Parce que dès que tu
tu dénationalises. Donc, comment tu dénationalises les retraites? C'est quand tu fais des réformes pour arrêter de les financer. Plus tu réduis le financement national, donc public, des retraites comme pour la sécurité sociale, plus tu es obligé de passer à un système privé. Et BlackRock, c'est tout simplement ça qu'il attend. C'est-à-dire, imagine un marché où il y avait 0 €, parce que c'était public. Bah, BlackRock, il vient et dit hey, tu peux me le transformer en 100% privé? Et donc, tu passes de 0 € à des dizaines de milliards. Littéralement, en finances publiques, la Sécu, si mes souvenirs sont bons, vous me confirmerez, c'est entre 30 et 45 milliards annuels. Mais ça, c'est en public. Donc tu sais, avec les tarifs, tu sais, barème conventionnés, sections, etc. Donc, si demain, tu le privatises, ça ne sera pas à 45 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera à 90, peut-être même 100. Vu que les coûts vont péter, etc. Comme aux States, en fait. C'est comme aux États-Unis. Donc, t'imagines BlackRock qui est là? Et littéralement, ben, ça, on en reparlera. C'est un affaissement de la démocratie quand ça s'opère comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, clairement, il y a du prescripteur qui est en train de dire, c'est ce qu'on appelle en sociologie, justement, de la déviance, les entrepreneurs de morale. Et là, ce sont des entrepreneurs de morale qui consistent à dire que la sécurité sociale, c'est mal. Le fait de payer pour les autres, pour les feignants, pour les malades, parce qu'il y a eu... Ça, j'ai vu, par contre, il y avait un article sur les affections de longue durée qui sont déremboursées. C'est le début. Tu vas dire, oui, là, tu dis, pourquoi? Pourquoi? On parle de 85% des affections de longue durée. Sauf que c'est un mot qui cache de nombreuses maladies, diabète, maladies chroniques, etc. T'enlèves, mais pourquoi vous l'enlevez? Juste expliquez-moi pourquoi vous l'enlevez. Et parce que vous pouvez pas nous sortir qu'il n'y a pas assez de sous, c'est le contraire. La sécurité sociale est excédentaire, c'est le contraire. Et donc là, tu vois encore une fois, c'est quel intérêt? Parce que le diabétique, la personne en situation de handicap ou quoi, il aura toujours besoin du soin qu'il utilise. Donc si tu dérembourses, il va le payer quand même. Hein. Quand tu vois pour les fauteuils roulants, etc. Donc voilà. Il y a eu des messages, des réactions sur les réseaux par rapport à ce sujet, cette phrase d'Hanouna. Street Media Free qui dit donc Cyril Hanouna, millionnaire et porte-parole de Bolloré, se prend maintenant pour un expert en économie. Il veut carrément s'attaquer au seul avantage que les Français ont encore. Joël Solo qui dit vous êtes prévenus, c'est leur prochain objectif, s'attaquer à la Sécu. Voilà. Vous êtes prévenus, mais ils ont raison. Mais oui, franchement, oui, faut pas être conspi plus hein, pour comprendre ça quand même. Ce serait dommage. Hein. Y a une news là du journal israélien Haaretz qui dit que l'armée israélienne recrute des demandeurs d'asile africains. Je sais pas si tu as vu ce même AJ+, aussi en a parlé. Ils recrutent des demandeurs d'asile africains pour les envoyer à Gaza en leur promettant une résidence permanente en Israël. Sauf qu'à ce jour, il n'y a aucun demandeur d'asile africain qui a encore obtenu cette résidence. Et en fait, c'est un peu triste parce que c'est un peu horrible. Ils recrutent des gens dans la détresse qui ont besoin d'asile pour aller faire la guerre contre d'autres personnes dans la même détresse. Et ça rappelle beaucoup les tirailleurs. Un moment glorieux. Hein. Mais c'est un sans faute. Niveau inspiration. C'est-à-dire que ça accumule une centaine de fautes. Alors là, vraiment. Parce que tu t'inspires de tout ce qu'il y a de plus nul de partout, tu sais. Des colons occidentaux, des colons nazis et de l'apartheid sud-africain. C'est-à-dire que vraiment, un sans faute, comme on dit chez nous. C'est hard. Genre, à chaque fois qu'on croit qu'on a fini, Mais c'est un nom, ça. Hein. Ça s'appelle des mercenaires, en fait. Après, ils les recrutent dans une armée officielle. Eux, ils le prennent dans la... Oui, mais c'est ça. Mais ils sont pas formés, c'est pas des militaires de base. Oui, c'est ça. Mais un mercenaire, c'est surtout d'abord... ça peut être des soldats d'une armée, mais c'est des personnes qui viennent que pour l'argent. C'est ça, un mercenaire. Comme c'est ce qui différencie du soldat, en fait, à la base, à l'origine du guerrier. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Oui, parce que là, tu leur fais une promesse. Ils viennent que pour la thune, ils viennent pas défendre l'intégrité de leur territoire. Oui. Ou la conquête d'un autre territoire, ça dépend des concepts. Mais comment ça s'appelle les légionnaires, comment il s'appelle la truc russe, là Wagner. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu peux faire des mercenaires, il y a des mercenaires publics, c'est-à-dire la Légion étrangère, c'est un petit peu l'ambiance, hein, quand même. La Légion étrangère, c'est un peu ça. Hein. Ils sont pas... Ils sont pas payés par des privés. Non, ils sont payés par le public. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est du mercenaire. Par contre, eux, c'est chaud. Mercenariat. Moi, il y a un gars que j'avais rencontré qui était dans les forces spéciales qui me disait que les légionnaires, c'est vraiment ceux qui arrivent en premier sur une zone de guerre, qui font le sale boulot, et après, les militaires arrivent. Comme ça, après, la guerre, elle est propre. Elle est propre, la guerre. Il y a du monsieur propre au sol. Propre, tu peux manger. Tu peux manger, ça est propre. Nappe, c'est bon. Allez, bon appétit. Tu peux poser un pique-nique, t'attends, tu verras, c'est tout propre. C'est une guerre propre.
Allez, on passe tout de suite au no comment. Aïe, 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 le no comment, c'est dur à chaque fois. Une fois, Hamza, il a perdu. Oh non, 2 fois, je crois. 2 fois. Vraiment 2 fois. Alors, le no comment, je rappelle, vous le savez, je lis des news, on n'a pas le droit de les commenter. On doit se retenir. Et si vous êtes dans le chat, vous ne devez mettre que des emojis. Et sur Twitch, maintenant, il y a un paramètre qui permet de vous obliger à répondre que par des emojis. Et je vais le faire directement dans 3, 2, 1. Hop, emoji uniquement. C'est parti. Je commence à lire la première news. Le Vatican était au courant des agressions sexuelles de l'abbé Pierre au plus tard après sa mort en 2007. Yann Moix a souhaité la mort du député LFI Aymeric Caron lors d'une émission sur C8. Ouais. Et enfin... Ah ouais. Le nouveau premier... je suis deg de ne pas pouvoir commenter. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier touchera une retraite de plus de 28 000 euros bruts par mois. Oh non. Allez, je lève l'interdiction. Fallait pas la mettre en no comment, ça. J'ai failli ne pas la mettre en no comment, C'est vraiment pas bien. mais un bon no comment, c'est quelque chose qu'on a envie de commenter. Ça y est, j'ai levé l'interdiction, voilà. Ouais, bah laisse tomber, là, il n'y a que des caca partout, sur le chat, il n'y a pas d'autres mots. Alors, Sérieusement. on passe au thème du jour. Le thème du jour, c'est un truc de ras-le-bol. Je vous explique. En gros, en ce moment, on a une actu très intense, très violente. Bon, tout ce qui se passe à Gaza, Macron, Ouais, dans toute son œuvre, Macron. Pour toute son œuvre. Pellico, c'est hardcore, Terrible. tout est dégueulasse. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est pas forcément sain qu'un être humain soit mis face à autant de violence. Tu sais, en fait, on avait eu cette discussion d'ailleurs avec ton frère, Hannes, qui disait si tu commences à vouloir te préoccuper de toutes les injustices qu'il y a dans le monde, il dit, tu n'auras même pas le temps d'aller aux toilettes, quoi, tu vois. Et surtout, on n'est pas forcément fait, nous, en tant qu'être humain, pour encaisser toutes ces news. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a accès, grâce au réseau, à tout ce qui se passe à travers le monde de façon instantanée, c'est pas comme avant où, tu sais, il y avait un filtre. Quand on était plus jeunes, nous, les infos, on les regardait. Il y avait le journal de 20h et le journal de 13h. Donc, tu avais ce truc de le 20h, c'est le moment où tu vas apprendre ce qui se passe. Sauf pour ceux qui achetaient la presse le matin. Mais globalement, tu vivais bien. Et alors qu'aujourd'hui, les gens ont des notifs sur leur téléphone portable. Le Parisien, Le Monde, Brut, machin, Combini. T'as tout le temps des news qui tombent. Il y a eu tant de morts là-bas. Il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Et au bout d'un moment, t'es là genre... Il y a un moment où tu soit t'angoisses, t'as du mal à prendre de la distance. Et on va parler justement de ce phénomène, de plutôt de l'importance de préserver sa santé mentale. Et ça, c'est un thème que Dr H nous a concocté. T'as le mec qui se fout dans la merde. Nous a concocté, il a 27 pages qui va nous sortir. Non, en fait, on cherchait un thème à aborder aujourd'hui avec vous. Et en vérité, soit on allait faire un énième épisode sur Macron pour changer, sur Gaza ou sur Barnier, etc. Et en fait, peut-être que c'est cool aussi de se dire, tiens, un épisode où en fait, là, ça met le pied sur le frein et pourquoi c'est important de le faire. Peut-être que dans le chat, ils sont dégoûtés, là. On va voir. On va voir ce qui est. Vas-y, je t'en prie. Comment ça t'est venu T'as fait une bonne passe D. Non, c'est... non, franchement, tu as super bien introduit le problème et super bien introduit la question. C'est... déjà de contraster un peu avec le côté négatif, parce que la négativité... Oui, parce qu'on nous reprochait un peu ça aussi. Ouais, d'être un peu trop... coup de gueule. Ouais, un peu trop révolté, coup de gueule, un peu ça. trop révolté, un peu trop à pointer du doigt tout ce qui va pas. C'est voilà.
Après, il y a les news HMD. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est qu'une news. C'est ça. C'est 10 minutes dans 2 heures de... C'est ça. Ouais. C'est pas faux. Mais voilà, je pense que de toute façon, en fait, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Ça fait longtemps qu'on s'était dit que ça serait bien d'apporter cet élément-là. Et ça va me permettre de vous proposer en fait à tous un côté un peu introductif sur la question j'allais dire de la santé mentale et du bien-être, mais dans le sens le plus rigoureux du terme. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que d'abord, la première des choses, nous sommes en tant qu'être humain, on est des éponges en fait. Hein. On absorbe tout ce qui est autour de nous. Donc quand il se passe quelque chose, en gros, tout élément négatif, alors tu vois, c'est marrant même au niveau de l'histoire. Dans l'histoire philosophique, on avait du mal à faire la distinction entre le mal ambiant, les choses négatives ambiantes, et le mal que toi tu peux faire. Et souvent, d'ailleurs, souvent un peu dans les matrices des discours religieux, on a cette tendance à focaliser sur les mauvaises actions, ce qu'on appelle les mauvaises actions ou les péchés, et inversement les bonnes actions. Or, le truc, c'est que si on veut être très, très rigoureux, on peut voir les choses de manière beaucoup plus large, comme étant les choses nuisibles, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent sur toi. Et même, en rajoutant même un troisième élément, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent sur toi ou qu'elles viennent sur les autres. Parce qu'en fait, ce qui est nuisible est nuisible. Et ce qui est nuisible, en fait, impacte tout le monde, en définitive. Si tu veux, ça peut paraître très bête, mais tout comme on arrive facilement à concevoir comment le fait d'être insulté par quelqu'un, ça peut nous faire du mal, d'être humilié, en réalité, voir ou entendre ou apprendre que quelqu'un s'est fait humilier, ça a le même impact. Ça ne sera pas de la même intensité, mais ça a le même impact. Ça a un impact. Ah ouais. Tu vois, c'est ça le truc de la négativité. C'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, quand ils vont au contraste, ils voient que les grandes villes comme Paris, New York, etc., il y a ce truc où les gens disent c'est pas bon, l'atmosphère est mauvaise, les gens sont pas heureux, etc. Déjà parce que c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Les gens à Paris sont pas heureux, c'est pas vrai. Hein. C'est les gens parce que il y a trop de négativité. Et surtout, il n'y a rien, ou très peu de choses qui permettent de contraster, de diminuer ou d'affaiblir cet effet négatif, tu vois. Mais en gros, on est des êtres humains. Et tu sais que les informations, on les prend mais de manière massive. On l'a découvert aujourd'hui, ensuite par les neurosciences, que notre cerveau en fait enregistre absolument tout. Tu sais que, en gros, on pensait avant que la mémoire, c'était en fonction de ta capacité à apprendre. Et ça, on l'a un peu vu même dans la manière scolaire un peu bête qu'on nous faisait, c'est il faut que ça rentre dans ta tête. Alors qu'en fait, non, t'inquiète pas, hein, l'étape de multiplication, elle rentre dans ta tête. Le problème, c'est comment tu le restitues. Et on a découvert, en fait, c'est très récent, ça n'a même pas 20 ans, on a découvert que notre cerveau enregistre absolument tout. Mais qu'il va y avoir des différences chez la construction neurologique des gens entre celles et ceux qui vont avoir la capacité de tout retenir, d'accéder à tout, et la plupart, c'est-à-dire l'écrasante majorité, qui ne retient pas grand-chose. Mais c'est pas aussi un mécanisme du cerveau pour se protéger, justement, filtrer ? De filtrer, parce que sinon, en fait, on pètera un plomb. C'est ça. Sauf que on pourrait presque dire c'est un filtre extérieur, mais c'est pas un filtre intérieur. Dans le sens où c'est quand même là. Hein. En gros, si tu veux avoir vu quelque chose d'horrible, en fait, ton cerveau, il l'a vu quand même. Donc c'est toi, tu crois que tu l'as oublié. Exact, mais bien sûr. Et ça, tu vois, on en parlait pour la question des agressions. Exactement. Des gens qui découvrent même plusieurs années après qu'ils ont été agressés alors qu'ils l'ont même carrément oublié. Mais tu sais que moi, je connais quelqu'un, ça s'est passé. Tu vois c'est genre arrivé un peu du jour au lendemain à 30 piges. C'est incroyable. Qu'elle s'est souvenue que son oncle avait fait des attouchements, etc. Elle en a parlé à sa famille et t'as une de ses sœurs qui dit bah ouais, moi aussi, machin. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont pu se rendre compte de ce qui s'était passé. Mais donc, genre un flash, quoi. Tu t'imagines ? Donc en fait, mais réellement. C'est chaud. C'est pour ça que c'est très important. Le cerveau emmagasine tout. Mais alors, j'ai une question, mais qui te concerne d'un point de vue personnel. Ouais. Parce que y en a peut-être qui le savaient dans le chat parce qu'on l'avait déjà dit, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Toi, tu es considéré comme étant une personne hypermnésique. Oui, mais c'est filtré quand même, mais oui. C'est-à-dire que tu te souviens de plus de choses que la moyenne ? Techniquement, c'est ce que ça semble être. Parce que, oui, en l'occurrence, oui. Mais comment tu le vis ? Mais c'est filtré. Non, mais c'est comment c'est filtré. Ouais, c'est filtré sur quoi ? Par exemple, les chiffres, non. Tu vois, voilà, exactement. Parce que ça me saoule. Après, c'est émotionnel. Parce que l'émotion est très proche l'émotion et la mémoire, c'est extrêmement proche. Hypermnésique, c'est l'inverse d'amnésique.
Oui, déjà. Quelqu'un qui oublie ouais, tout. Ouais, c'est ça. Toi, tu te rappelles un peu plus de ce que tu as lu ou vu Voilà, ou surtout entendu. ce que j'ai lu. Ouais. Ah, Et toi, c'est par la lecture. Ensuite, ce que j'ai lu et ensuite ce que j'ai entendu. Moi, par exemple, les entretiens, j'ai très peu besoin d'utiliser mon dictaphone. En gros, même si j'enregistre, parce que c'est quand même la démarche, tout est là. Mais tout, à l'expression près. J'ai le dialogue qui continue de tourner dans ma tête. Alors après, c'est un peu épuisant, mais ouais. Ouais, Donc, c'est épuisant. un parfois, petit peu, ouais, un petit peu, mais après... Alors, je précise aussi, encore une fois, quand tu dis entretien, c'est parce qu'en tant que docteur en sociologie, tu as dû faire des thèses, et donc, enfin, une thèse, et ta thèse demandait de faire des enquêtes. Tout à fait. Et donc, les enquêtes en sociologie, c'est des entretiens entre autres, longs, tout à fait. Entre autres. Et les observations. Et des observations aussi, avec ça, des gens. C'est pour ça qu'il parle de dictaphone, il n'est pas détective privé. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, tout c'est un magazine et se classe. Mais je fais ça depuis que je suis gamin. C'est-à-dire que toi, genre, avec tes potes, embrouille de genre, mais attends, moi j'ai jamais dit ça. Ouais, ça littéralement, laisse tomber. Ah ouais, direct, je sais. Toi, on sait qu'on peut pas te la faire à l'envers. Mais si je t'avais dit que non, bah non. Ouais. Et pourtant, il y a des choses que j'oublie. Mais c'est genre quoi des trucs que je devrais faire, etc. Répondre à un mail. Ah oui, oula, mais ça tout le temps. Ça, c'est même en mode tout le temps même. C'est presque systématique, ça. Tu vois, c'est drôle. Ça, c'est mais vraiment systématique. Je suis atroce sur ce point-là, les deadlines et tout, laisse tomber. Ah ouais. Bon, alors les deadlines, il faut renoncer en fait. Sauf que le monde ne veut pas renoncer. Mais moi, j'ai renoncé. Hein. Ah ouais. Comment faut fonctionner sur le... Bah oui, pour ta thèse, t'as fait comment? Ah mais je les ai éclatés les deadlines en fait. Hein. il y a eu au moins 10 deadlines qui sont surpassés, mais pour de vrai. Moi, c'est des moments de pression et tout, mais c'est ça. Il y a Mourad qui il oublie les horaires de nos rendez-vous. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Parce que je sais pas du tout de quoi il parle. Hein, vraiment. C'est étrange quand ça force. Mais tu vois, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il y a évidemment bien plus ouf que moi, dans le sens où. Mais par contre. Que Sarkozy, il fait partie de ton équipe. Des hypamnésiques. Ouais. Intéressant. Alors ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Non, parce que je t'explique. Non, mais imagine-toi la puissance que c'est quand t'es politicien. C'est que Sarkozy, quand il a serré la main à quelqu'un, genre salon de la saucisse en 2004, en 2008, il y retourne. Sylvie, c'est ça? Vous allez bien, machin? Ah oui, moi c'est pareil. Moi, j'oublie jamais les visages. Sylvie, laisse tomber. Alors elle, même si elle aime pas ton programme, non, mais il se souvient de mon nom, j'ai voté. C'est Amélie Nothomb aussi qui est comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est bluffant, il paraît. Dans le salon du livre, elle reconnaît tout le monde. Et en plus, elle a vraiment des admirateurs. Enfin, elle en a même beaucoup. Parce que putain, ça doit être tellement satisfaisant quand t'es fan d'Amélie. Oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, mais une vraie connexion. Ah non, mais c'est pour ça qu'il l'adore vraiment là-dessus. C'est très impressionnant. Mais comme je t'ai dit, attention, il y a vraiment pire que nous. Parce que, mais là, après, on commence à rentrer dans sans exagérer, mais on commence quand même à rentrer dans le spectre autistique. Et c'était comme ça, avant on les appelait, on l'appelait plus comme ça, c'est comme ça qu'on appelait les autistes de haut niveau. On n'utilise plus cette expression, mais c'est que certaines personnes qui présentaient des troubles du spectre autistique, TSA, le trouble du spectre autistique, on ne dit plus autisme tout court, parce que c'est plus complexe, c'est toujours très complexe, parce qu'on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est réellement. On comprend ce qu'on appelle le spectre autistique, mais on ne sait pas tout à fait si c'est strictement neurologique, si c'est génétique, etc. Bref... Oui, non, et donc, cette parenthèse, c'était sur toi pour un peu repréciser. T'avais raison. Comme ça, au moins, tu vois, c'est intéressant. On en apprend plus un peu sur les personnes qu'on écoute depuis 48 épisodes. Mais donc, voilà. Donc, notre cerveau filtre naturel. C'est ça, parce que comme je dis, voilà, dans le spectre autistique, eux, ils retiennent mais tout de chez tout. Les températures de chaque jour qui est passé, les scores de chaque match qui a pu se dérouler. Les chiffres du loto. Tout, mais vraiment tout. Et en fait, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on, par contre, autistique. Donc, relations sociales. Oui, exactement. Relations sociales, ça devient très compliqué. Comme quoi, t'as vu, il faut laisser de la place dans le cerveau. Comme on dit, il y a des sacrifices. Tu vois, si je puis dire. Mais en tout cas, ça a prouvé quelque chose de dingue. C'est que le cerveau emmagasine tout. Et qu'il a une capacité de dingue. Mais incroyable, qu'on est encore loin d'envisager. Donc attention, c'est faux le truc du 20%. On n'utilise que 20% de notre cerveau. On utilise tout notre cerveau. On l'utilise entièrement. On l'utilise entièrement, le cerveau. Ah bah oui, sinon ça serait compliqué. On l'utilise vraiment entièrement. Même Bardella. Non. Non, ça là, on a eu... Ah bah ça vient de tomber. Encore faut-il qu'il ait un cerveau. Donc, mais lui, c'est un droïde. mais donc tu vois, et donc pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est vraiment essentiel. C'était... faudrait que je me rappelle de l'auteur, c'est un neuropsy qui parlait en fait d'un truc super important. Tu sais que nos émotions sont étroitement liées à notre mémoire. D'accord.
Tu vois, oui, en gros, par exemple, c'est simple. Hein. Tu sais, Madeleine de Proust. Exactement, tout à fait. Donc la nostalgie, tu sais, la musique, etc. Les odeurs, le goût active vraiment un schéma de mémoire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est même, pour la plupart des gens, les meilleurs moyens mémnotechniques, comme on dit, c'est effectivement d'associer une émotion à un souvenir ou un élément que tu veux retenir. C'est très puissant de faire ça. La musique, ça marche super bien. Aussi au théâtre, ou pour apprendre des textes et tout. Souvent, tu vois, c'est exactement ça. Mais donc, l'inverse aussi, dans le sens où ce qui est négatif, ça suscite et là, ça, en fait, au début, tu le contrôles pas. L'émotion négative va donc imprimer. Tu vois, c'est la Madeleine de Proust des ténèbres. C'est-à-dire que le macroute de Proust. Voilà, mais plus croûte. Mais oui, en gros, une empreinte négative va vraiment rester. Et ça a un effet sur toi. En tant que personne, ça va avoir un effet. Et là où ça devient un peu embêtant, voire triste, c'est que il va y avoir un effet d'accumulation qui va créer un trouble. C'est pour ça qu'il y a un élément important. Comme on introduit le truc, là, on est bien, pour qu'on comprenne le sujet. Les gens parlent souvent de maladie mentale comme étant de la folie. Sauf que maintenant, ça y est, hein, en science, ça n'existe pas, la folie. Hein. C'est vraiment. Et d'ailleurs, les cas dits extrêmes des pathologies mentales, en l'occurrence très psychiatriques, comme la schizophrénie hébéphrénique, ou les personnalités paranoïaques, ou les personnes bipolaires vraiment, vraiment intenses. Donc ça, ce sont des cas très particuliers. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Hein. Mais même là, en fait, la plupart même des experts psy disent que, attention, ce ne sont pas forcément des fous. Ils sont effectivement en souffrance, il y a une pathologie lourde qui parfois, et les cas que je viens de citer, ont un effet terrible sur la réalité. C'est là où, en gros, c'est là où les gens, le commun dit de la folie. Mais il est fou, mais il délire, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, après, il y a des cas de maladies, des troubles qui, en l'occurrence pour les paranos, qui tournent au délire, hein, où il dit des trucs qui n'existent pas. Mais à part tout ça, nous tous et toutes, nous sommes concernés par les troubles mentaux. Ne serait-ce qu'à petite échelle et malheureusement parfois à grande échelle. Et et en fait, ceci d'abord par le fait que nous vivons davantage dans des milieux hyper denses, où en fait... Dans quel sens? Dense humain. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et donc, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, tu subis plus que tu n'agis. Rien que ça, t'as vu? Rien que ça. Des micro-agressions. C'est tout à fait ça. Les trucs négatifs, quelqu'un qui se ramasse, quelqu'un qui est un SDF, quel que soit le niveau de compassion que tu puisses avoir, t'as vu un truc désagréable. Alors c'est horrible ce que je dis là, mais vous comprenez. Hein, t'as vu quelque chose qui t'a touché. Et oui, t'es un être humain. Et que même si on a l'impression qu'on finit par le banaliser, non, ça a un impact. Ça a vraiment un impact. C'est terrible, hein. Et c'est là que, tu vois, ça questionne, en fait, ça questionne notre existence. Ça questionne notre mode d'existence. Et qu'à un moment donné, si les gens sont réellement attachés à leur santé, chose qui est un peu plus compliquée, on dit souvent ça au jour de l'an, hein, surtout la santé, hein. Ouais, mais bon, tu n'irais pas travailler si c'était vrai, hein. Donc, et oui, c'est-à-dire que ça questionne nos sens des priorités. Donc, en gros, est-ce que tu te rends compte que, au final, nous sommes très probablement, et en réalité, j'ai ma petite idée, hein, très certainement même, tous exposés à une sous-forme de souffrance, à des degrés certes divers, il y a pire que nous, il y a pire, évidemment, mais on est quand même exposés à des souffrances quotidiennement. Et ça, sans même commencer le début d'une solution. Sauf certaines personnes qui, paradoxalement, quand elles disent que je me sens mal, en fait, elles sont déjà en train de commencer à sortir du problème. Quand elles disent « Ah, je vais consulter », « Ah, non, là, je vais pas bien, il faut que j'arrête ce rythme de vie », etc. Toutes ces personnes-là, que parfois on pourrait désigner comme étant fragiles, etc., en fait, elles sont peut-être en train de commencer à sortir de ce cycle. Ah ouais. Et si tu veux, pour le dire de manière encore générale, on est vraiment littéralement des vases dont en réalité, mais chaque goutte menace de nous faire déborder. Et on est tous là en train de gérer dans cet équilibre de la terreur des émotions, des affects négatifs, c'est des affects négatifs, qui, en fin de compte, tu sais pas pourquoi. Tu te réveilles le matin, t'es déjà fatigué. Tu sais pas pourquoi. Tu rentres du boulot, t'as l'impression qu'on t'a roulé dessus, mais des milliers de fois. Et tu te dis, mais... Mais surtout, ce que je comprends là, c'est que ça veut dire que quand on commence à dire, putain, là, vraiment, je vais pas bien, c'est que le vase, il a déjà débordé. De ouf. C'est exactement ça. Parce que là, nous, on a pris en considération genre un gros coup dur, genre voilà. Je me suis fait virer,
j'ai perdu un proche et tout, mais en fait, le vase, il était mais déjà bien bien chargé sûr, de mais- trucs qu'on n'avait pas calculés. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens sont très surpris quand des fois ils vont « Ah, mais lui, ou elle, elle vient de vivre un deuil, mais elle a l'air de le vivre bien. » Mais parce que elle s'est ménagée ou elle a déjà fait le travail avant. C'est le cas aussi pour certaines personnes. Ah oui, c'est pas une fatalité et c'est pas une totalité. Des gens arrivent à déjouer ça. Mais malheureusement, la norme aujourd'hui, c'est le contraire. Mais vraiment, nous sommes dans une norme massive où nous subissons nos existences au lieu de les vivre. Et ça a vraiment un impact. Et c'est pour ça qu'après, on est semblable à, tu sais, comme dans certains jeux de télé-réalité, etc., on est comme dans une poutre, mais on est tous sur la poutre. Et après, tu sais, on se bouscule et on est tous surpris quand il y en a un, il tombe. Oh là là, oh, t'as vu, il est tombé. Et c'est horrible, tu vois, il est tombé, il s'est fait trop mal et tout. C'est ça, les gens qui vont à l'hosto. Les gens qui font des dépressions. Je mets des guillemets, pourquoi Ouais, pourquoi, Dépression par rapport aux gens. Parce que, en gros, c'est avec cette impression de ah ouais, elle a fait une dépression. Tu fais parce que tu crois que toi tu vas bien. Tu crois sincèrement, t'es sûr que tu vas bien. T'en es vraiment certain. Et tu vas voir, parce que c'est ça qu'il faut qu'on va interroger. C'est ça que je veux qu'on interroge. Le burn-out. Mais en fait, le burn-out, ça s'appelle une explosion, en fait. Sauf qu'une explosion, elle ne provient jamais de nulle part et elle ne provient jamais du jour au lendemain. Ah oui, c'est un truc. C'est un cumul. Un cumul, ouais. Et c'est là que c'est pas normal. Mais nous sommes dans une société qui. Mais en vrai, je vais le dire plus explicitement, nous sommes dans une société, dans un régime de société qui n'autorise pas la santé mentale. Qui n'autorise pas la santé Bien sûr qu'elle ne l'autorise pas, mais évidemment. Quand tu dis il n'autorise pas De souffler, de respirer, et de souffler, de respirer et de prendre le recul. Parce que là, on va arriver sur la question, sur le fond. Je le fais en résumé, hein, qu'on soit bien clair, c'est introductif. C'est que la base, alors oui, avec un truc important, je suis obligé de faire un truc négatif, parce que même dans ce constat-là, de faire encore un coup de gueule, parce que c'est obligé. Tout le monde est d'accord avec toi là dans le chat. Ça fait grand plaisir, bah merci. Mais concrètement, déjà, nous devons confirmer l'enterrement définitif de la psychanalyse freudienne qui n'a fait que du mal à l'être humain, qui n'a fait qu'autoriser les pires horreurs. Ah ouais ah oui, Livre noir de la psychanalyse. Très très bon livre, hein, Livre noir de la psychanalyse. Non, on ferait nul. Toujours nul. Mais non, parce que lui aussi, il l'avait démontré. C'est comme ça que le crépuscule du Nidal, nul. Il a repris des trucs, en plus, il les a mal repris. Parce qu'il comprend rien à ce domaine-là. Donc, non, nul. C'est quand tu écris plus que tu ne lis, ça veut dire quelque chose quand même. Parce que pour le coup, lui, il écrit ses livres, hein, ça je sais. Mais il écrit trop. Là, il écrit beaucoup trop. Ça, non, vraiment pas. Alors que Attali, lui, il écrit pas jamais. Donc, concrètement, le livre noir de la psychanalyse, après, il y a un autre livre plus massif pour les plus costaud, si vous avez envie, parce que ça vaut le coup, ça s'appelle Mensonge freudien. Mardaga, édition Mardaga, c'est un collectif de plein de psys. Mais il y a un consensus là-dessus sur... scientifique, oui. Sur Freud Taré, non, mais scientifique, oui. La fraude de Freud. Ah, mais littéralement. Tu sais qu'il n'est enseigné dans les facs de psycho qu'en France et en Argentine. Je te jure que c'est vrai. C'est un truc de malade mental. En États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est en littérature qu'il étudie. Hein. Pas en psychanalyse. Mais il n'y a pas la psychanalyse en psychologie. La psychologie, c'est de la science. Hein. Il y a une fatwa sur Freud, il dit Vulgate. Un minimum. Non, Freud, c'est un gros malade, cocaïnomane, qui a des relations cheloues avec ses enfants et tout. Enfin bref, qui a laissé ses parents crever dans les camps de concentration alors que lui, il s'est échappé. Enfin, non, il est tout ce qui est de plus horrible, en fait, chez un être humain. Mais vraiment. Hein. Donc, et sans parler de ces théories qui sont complètement fallacieuses et infondées. Il n'y a pas une once de fondement scientifique dans ce qu'il dit, c'est flippant. Et j'ai bouquiné de la psychanalyse, j'ai saigné des yeux, des oreilles, et j'ai retenu, hein. Pas de bol. Et ah ouais, non, c'est effrayant, hein. C'est très très effrayant. Il y a, quand même, comme ça les gens vont comprendre la nuance, il y a des psychanalystes aujourd'hui en France qui sont honnêtes. Pardon de dire que c'est une minorité. Ah ouais, très clairement. Je pense à un que je connais bien, parce que j'ai lu beaucoup de ses livres, c'est Serge Tisseron, qui est psychanalyste. Mais du coup psychologue, mais lui il est honnête, il est intègre, etc. Attention, la psychanalyse c'est pas que Freud, hein. C'est pour ça. La psychanalyse c'est pas que Freud, mais la psychanalyse globalement, scientifiquement on n'est pas bon, hein. On n'y arrive pas du tout. C'est pour ça qu'il nous a fallu beaucoup de temps. Il a fallu qu'on arrive aux années 70 avec Skinner, il me semble que c'était à Chicago, Skinner qui est le fondateur du behaviorisme. C'est le comportementaliste. Exactement, tout à fait. Et lui en fait, justement, il dit ouais, la psychanalyse, faut arrêter, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je suis sûr que c'est une question de comportement en gros, on se pose encore la question sur les déterminants psychologiques des gens. Lui il pensait que c'était le comportement et donc les conditionnements. Et il disait laissez-moi m'occuper de vous pendant tant de jours et je vous ferai adopter tel comportement ou abandonner tel comportement. Ah ouais. Très intéressant. Sauf que
en réalité, ça n'attaque jamais les causes, réellement les causes des comportements et les causes des affects. C'est pour ça qu'il a fallu du temps, l'école de Palo Alto, donc là on arrive beaucoup plus en Californie, où en fait un mélange de sociologues, de philosophes et de psy et de médecins qui commencent à se dire, aussi après la Seconde Guerre mondiale et aussi avec la guerre du Vietnam sur le syndrome de post-traumatique, on commence à le voir, que là va se développer une vision humaniste de la psychologie. Bon, là on parle d'Europe, parce que la psychologie, ça n'existe pas d'il y a 2 jours. Hein. En réalité, c'est plus ancien, dans de nombreux systèmes philosophiques anciens, stoïciens, bouddhisme, islam soufi, etc. Il y a les grandes bases de la psychologie, vraiment. Il y a des traités que j'ai pu lire, c'est magnifique. Hein. Faut les remettre dans le contexte, mais c'est magnifique. Donc, en tout cas, pour le côté moderne, aux États-Unis, à l'école de Palo Alto, ils décident de se dire, voilà, il faut renouer avec une psychologie qui met l'être humain au centre du propos et qui va chercher à comprendre les causes de ces problèmes et à le faire sortir de ces problèmes-là. Va naître ce qu'on appelle la psychologie positive et on appellera plus tard la 3e voie. Troisième voie. Ouais, c'est ni psychanalyse, 1, ni behavioriste, 2, 3e voie. C'est-à-dire la psychologie positive qui va s'ouvrir dans ce qu'on appelle le principe de... alors, il y a la grounded theory, mais c'est j'ai oublié le terme anglais, peu importe. Tu vois, c'est ce que j'oublie. Choqué. C'est un imposteur, fou, hein. putain. Voilà, une grosse arnaque. Mais en fait, oui, c'est evidence-based. Voilà, c'est evidence, ça devait venir. Evidence-based, ça veut dire on accepte les théories en psychologie et en psychologie clinique. Donc, psychologie clinique, c'est la psychologie qui s'attache aux patients, qui cherche à résoudre des problèmes des patients. Il y a d'autres psychologies, psychologie du travail, psychologie sociale, psychologie politique, trop intéressante, et la neuropsychologie, qui travaille sur ce domaine-là. C'est magnifique, la psychologie. C'est vraiment magnifique. Sauf qu'on a mis beaucoup de temps à la développer scientifiquement. Premièrement, ça a une conséquence, c'est que les gens ont beaucoup de mal à la prendre au sérieux à cause de ça. D'accord. Parce qu'elle a longtemps été pas scientifique. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Faire des psychanalyses pendant 10 ans, 12 ans, et t'es toujours pas soigné, ça va pas. Il y a un truc qui va pas, en fait, tu vois. De 2... sur la question expérimentale, il a fallu pas mal de temps. Puis en France, c'était compliqué. C'est pour ça que je vais préconiser les livres. Désolé, c'est un homme blanc, mais bon, il a fait quand même un gros taf là-dessus qui est pas négligeable. C'est Christophe André. Christophe André, c'est un psychiatre. Et ouais, pardon, je le dis aussi, les psychiatres, c'est des horreurs en fait sur la question psychologique, à part une petite poignée de gens vraiment sains d'esprit. Mais je le dis, je persiste, ce sont des incompétents sur la question psychologique. Ce sont juste des gros experts, des gros maladies, des gros médicaments neuroleptiques. Etc. Et en fait, ce sont les premiers prescripteurs d'empoisonnement des gens qui ont des souffrances psychiques. C'est dur ce que je dis. Il y a toujours des exceptions qui, pardon de vous le dire, va confirmer la règle. Mais et s'il y a des bons psychiatres, remerciez le ciel d'être tombé sur le bon psychiatre. Parce qu'il y en a, je vous le dis, je sais, c'est évident qu'il y en a. Christophe André en fait partie. Il travaille à Sainte-Anne et tout. C'est un psychiatre. Sauf que c'est un psychiatre qui a décidé, de son propre gré, d'approfondir sa compétence en psychologie. Parce qu'en réalité, dans la formation même de la psychiatrie en France, on ne fait pas de psychologie. Ce n'est pas vrai. Il faut un truc symbolique, c'est une honte. C'est pour ça aussi, il faudrait la réformer. Personnellement, moi, je pense qu'il faut faire disparaître les psychiatres. Mais oui, parce qu'ils servent à rien. En fait, ils empoisonnent les gens. Et en fait, de ramener au champ de la psychologie scientifique le domaine même de la psychiatrie, pour considérer qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'artillerie lourde, si je le dis un peu. Oui, parce que c'est vrai, tu as des gens, ils sont dans des situations de danger pour eux-mêmes et pour les autres, à cause de leur trouble mental, qui nécessitent littéralement de la médicamentation. Mais pour moi, c'est du soin palliatif, ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, c'est comme quelqu'un qui a percuté un camion. Là, tu vas pas faire des trucs, on va y aller doucement et tout. Bah non, là, tu dois vite le désencastrer, tu dois vite réparer. Tu vois, c'est ça aussi. L'ennui, c'est qu'il y a une sorte de psychiatrisation du trouble mental qui a conduit en fait à une forme d'extrême qui, en définitive, ne résout rien. Et ça, c'est parce qu'on a surmédicalisé la question psychique. Mais c'est un vrai conflit, c'était compliqué, il y a une vraie lutte. Comme le dit très bien Anselm Strauss en sociologie, on parle là d'ordre négocié, en fait, où les médecins ne veulent pas lâcher le morceau, parce que, encore une fois, bah oui, j'ai bien une dent contre les médecins, mais vous inquiétez pas, on sait très bien pourquoi, mais parce que c'est important, parce qu'ils sont aussi une cause. Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a des commissions parlementaires sur des sujets de société, à chaque fois, c'est des médecins qui dirigent les commissions. Tu dis, mais vous êtes compétent en quoi ? Je comprends pas. Ouais. En tout ? Ouais, c'est ça. Tu vois ? Mais parce que c'est normal, ils ont assis une autorité, mais c'est une histoire tout ça. Et si les médecins ne se sentent pas concernés par ça, bah c'est très bien, j'en suis content, et ça me surprend pas. Mais il y a un ordre. N'oublions pas qu'il y a un ordre. Moi, c'est mon devoir d'interroger l'ordre et de le questionner. Mais revenons sur cette psychologie bienveillante. La psychologie positive... C'est parce que le nom est intéressant. Bah oui, parce que... Juste dans le chat, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que Dr H a une partie de sa mémoire dans ses mains ?» Absolument. Absolument.
Tiens, Même dans mon âme. et Cécile qui dit personnellement, ma psychiatre est top. La psychologie ne vient pas à bout de mes TCA. Seuls les antidépresseurs y parviennent. Là, j'en ai plus car je n'ai pas été sérieuse. Je n'ai pas pris rendez-vous à temps. Eh bien, je suis en pleine crise hyperphagique. Et je pense qu'il ne faut pas généraliser. Oui, mais c'est tout à fait ça. Après, moi, c'est mon boulot de généraliser, donc je suis désolé. Mais TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. D'accord. Et, ah ouais, mais bon... Bon, je vais... Mimomès qui dit la psychiatrie doit venir en concertation avec le psychologue, selon moi, pas Tout une à fait. solution primaire, mais de complément selon les cas. Mais moi, je parle... C'est pour ça que vous l'entendez bien, j'insiste. Hein. C'est pour ça que je parle de soins palliatifs. La psychiatrie, c'est le soin palliatif de la santé mentale. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. En gros, je veux dire, quand t'as un petit problème au genou, t'as vu, on te fait de la chirurgie ambulatoire. Tu sais, tranquille, vite. Tu viens et puis tu repars. Ouais, voilà, tu vois. Par contre, tu te fais déchiqueter parce que t'étais en moto. On peut pas faire la même chose. Donc, sauf que c'est ça qui est terrible, c'est que les gens ne se rendent pas compte que la psychiatrie, c'est-à-dire les atteintes mentales sévères, c'est sévère. C'est quelque chose de sévère qui surtout s'est produit parce que beaucoup trop de choses n'ont pas été faites. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est que, attention, ça c'est mon rôle. Hein. Je vais interroger, c'est pour ça que la psychologie me passionne, aussi pour certaines raisons, mais tout comme la sociologie en réalité et la philosophie, parce que c'est un vrai phénomène de société, où au final, tu ne peux que constater que des gens sont en véritable souffrance, mais quand t'es un académicien, t'es un chercheur, tu sais, tu dis, mais là, si on est à ce niveau-là, ça vient pas du jour au lendemain, c'est un effet de cumul. Donc, à un moment donné, et d'ailleurs, c'est ça la conviction de la psychologie positive, c'est qu'il faut traiter en amont. Il faut résoudre le problème bien en amont. Et comment tu traites un problème en amont quand tu penses qu'il n'y a pas de problème? Voilà, c'est exactement ça. C'est prendre conscience qu'il y a un problème. Donc, c'est prendre conscience tout court. C'est ce que Stephen C. Hayes parle de le soi observateur. Arriver à cet état du soi observateur. Ce petit pivot, comme il disait, c'est-à-dire cette capacité à observer davantage ta réalité existentielle, ta conscience. Mais il dit rien que ça. Juste ça rien. Passe par quoi? La méditation. En fait, certains vont toujours sur la question de la méditation, mais pas forcément. En fait, là, j'ai envie de te dire, c'est de l'application au quotidien. Si tu veux, lui utilise le terme de diffusion cognitive, c'est le fait que tu parviennes déjà juste à installer le plus possible, le plus régulièrement possible, une distance entre toi et tes pensées. Tu penses tous les jours. Ouais. Tu penses en permanence. Ouais. Donc, ceci est tellement vrai que tu finis par te confondre avec tes pensées. Or, tes pensées, ce n'est pas toi. Et surtout, tes pensées prennent tout ce qui est autour de toi. Ouais. Donc, à la fin, imagine tout ce qui est autour de toi et que c'est négatif. Et que toi, tu t'assimiles, tu te confonds avec tes pensées, bah, tu vas te finir par t'assimiler à quelque chose de négatif. Et là arrive une chanson. Ce que Aaron Beck a découvert dans les années 70, c'est ce qu'il appelait les pensées automatiques. En fait, les pensées automatiques, on les connaît depuis l'Antiquité. Il y a des très bons livres là-dessus. On le retrouve chez les présocratiques, on le retrouve dans les textes, les premiers textes de psychologie appliqués dans les sources musulmanes médiévales, ainsi que dans les sources indiennes qui vont venir après à la suite du bouddhisme. C'est vraiment ce truc de ce qu'ils appellent cette pollution idéale. Ces idées qui ne viennent pas de toi, mais qui finissent par faire croire qu'elles viennent de toi. Ah, je suis quelqu'un de mauvais. Ah, je suis quelqu'un de perturbé. Je suis quelqu'un de faible. Je suis quelqu'un de fragile, etc., etc. Et qui, au final, alors qu'en fait, ça vient pas du tout de toi. Mais sauf que, comme on dit, cette idée, elle est là. Elle est comme une matière polluante qui vient et qui se dépose sur le terreau de ton esprit. D'accord. Si tu faisais le truc de diffusion, c'est l'aspirateur. C'est même pas l'aspirateur, c'est je fais le courant d'air. C'est ça la diffusion. Je laisse le courant d'air. Elle est venue, elle part. C'est bon, j'ai mis un peu d'air. C'est pas moi. Mais si jamais tu ne fais pas ça, on va y venir, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir l'idée qui arrive. C'est quoi cette idée? Comment ça, je suis quelqu'un de pas bien. Et l'ennui, c'est que plus tu penses à un truc qui te fait souffrir, plus ça te fait souffrir, plus tu y penses. Le cercle vicieux. Et t'appuies, en fait. Et cette idée, elle finit par rentrer dans le terreau de ton esprit. Merci, miam. Et elle va finir par se planter. Et elle va donner des fruits. En fait, elle va s'installer dans ton esprit et elle va finir par donner des fruits. Et à ce moment-là, tu vas être plus occupé à régler les problèmes dus aux fruits de cet arbre, alors qu'en fait, s'il y a une graine qui a été posée, elle ne devait pas être posée. Et toi, tu es quasiment convaincu, donc c'est pour ça que je vais le dire un peu crûment, mais le TCA,
Le trouble du comportement alimentaire, avec oui, la question de l'hyperphagie, etc., c'est un vrai problème. D'ailleurs, les gens, pareil, le trouble du comportement alimentaire, les gens le nient. Hein. Ah non, mais c'est que tu fais pas d'efforts. Ouais, c'est trop arrête gourmand. de manger, Ouais, mais t'es tu vas dalleux. maigrir. Ouais, fais faire du sport. Ça Et puis, mais vous êtes des malades mentaux en fait. C'est vous les malades mentaux pour le coup. Bah mais alors qu'il faut bien savoir que c'est littéralement une pathologie. Oui, c'est même un ensemble de pathologies. C'est-à-dire que et ça c'est pas du tout négligeable. Il faut vraiment le comprendre. Par contre, c'est vrai, il y a sur les situations où le traitement médicamenteux est à court terme efficace, d'où le principe palliatif, mais ce n'est pas la solution. Ouais. Alors, c'est pas pour créer un désespoir. Au contraire, il y a des solutions. Ouais, bah du coup. Voilà. Bah, je vais pas toutes les donner parce que c'est compliqué. Non, mais au moins que tu nous en donnes quelques-unes. Ça a commencé avec ce qu'on appelle la TCC, les thérapies cognitives et comportementales. D'accord. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est celles qui ont récupéré l'héritage des behavioristes, mais qui a rajouté l'idée qu'il y a aussi des idées. Il faut régler les comportements. C'est un peu ça hein, que la Croix elle évoquait sur l'antidépresseur. Bah, en fait, l'antidépresseur va intervenir sur le comportement. Et ben, la TCC, elle dit, en gros, elle n'est pas anti-médicament, mais elle n'est pas non plus pro-médicament. Mais donc, elle dira à cette patiente, elle lui dira, ok, l'antidépresseur va avoir un effet sur ton comportement, mais il va falloir aussi qu'on règle tes idées. Tu sais, la perception de soi, comment tu te vois, etc. Et progressivement, années 80-90, il va y avoir la recherche qui va continuer, c'est vraiment prodigieux, c'est magnifique. C'est une des belles choses qui vient des États-Unis, c'est rare pour le signaler, hein. D'accord ? Mais ça vient des facs. C'est les thérapies ACT, pour Acceptation and Commitment Therapy. Donc, on traduit par acceptation, mais c'est pas le bon terme en français. D'accord. Ça part d'un postulat qui peut sembler complètement dingue. C'est l'idée d'accepter sa souffrance, parce que si tu la refuses, tu ne fais que l'amplifier. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser souffrir. Tu vois, parce que les gens vont dire mais je souffre, c'est horrible. Sûr, tu vas pas me dire de rester comme ça. Non, c'est pas ça dont il est question. C'est plutôt de traiter, de comprendre. C'est facile à dire, hein, c'est ultra facile quand je le dis. Mais il y a une littérature, il y aura les sources. Hein. Mais il y a un intérêt, par contre, ça marche vraiment de commencer juste à lire. Il y a des études là-dessus. Hein. Juste de commencer à lire le sujet dont je vous parle là aujourd'hui, vous verrez, ça va avoir un effet sur vous, littéralement. Non, vraiment, pour de vrai. C'est très impressionnant. Bien sûr, à fond. Hein. Parce que c'est vraiment très précieux. Parce que oui, en fait, le pouvoir de l'esprit est tel qu'il peut nous rendre très malades, qu'il peut aussi nous sauver de pires galères. C'est ça la vraie conviction. Sauf que justement, en fait, on a tourné autour du sujet à fond, on a cherché à le retourner, machin. En fait, au début, on s'est dit peut-être qu'il fallait éliminer la souffrance. Bah en fait, non, ça marche pas. Tu peux pas éliminer la souffrance. Parce que c'est comme si tu éliminais notre humanité. En gros, Bouddha avait dit la vie est souffrance, ou dukkha, qui signifie en fait tension, pression. Mais en réalité, c'est plutôt que la souffrance est une alerte. Et nous avons été programmés pour avoir ce type d'alerte. Donc tu ne peux pas la retirer de ton existence. Et en quelque sorte, pour le dire très clairement, quelque chose t'a choqué. Je peux pas te l'enlever, tu peux pas te l'enlever non plus. Oui. Ça t'a choqué. Même si on t'explique le truc après, le choc, il est là. Exactement. Ouais. Donc, et même pire, si jamais tu t'en veux d'avoir été choqué, tu ne feras qu'activer ce choc. Et si tu veux régler ce problème du choc, tu vas faire qu'activer ce choc. Parce que c'est comme, je faisais à chaque fois ce test même aux étudiants, je dis, je vous demande instamment de ne surtout pas penser à la couleur bleue. Et là, je vous dis, quelle est la couleur à laquelle vous pensez ? Ils vont dire, c'est bleu. Tu vois, pour faire vite, mais parce que c'est un effet d'activation. En plus, c'est assez drôle, parce que vraiment, je me souviens d'un bouquin du XIIe siècle d'un auteur syrien, donc c'est Ibn al-Jawzi, qui parlait de ça, en fait, de la question de l'influence des idées sur la volonté. Et il parlait lui-même, d'ailleurs, à l'époque, de maladie de l'esprit. Ah ouais, déjà. Tu vois, non, c'est super intéressant. Non, c'est très développé. Hein. Malheureusement, les gens, ils n'acceptent pas ce genre de bouquin. Mais bref, et donc, tu vois, sur cet effet-là, c'est que, non, tu peux pas l'effacer, la souffrance. Mais tu peux pas non plus la laisser, sinon ça fait mal. Ouais. C'est donc de l'accepter, d'être ce qu'elle est, un signal, une alerte, une information. C'est pour ça que je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. La diffusion, c'est ne pas se confondre avec ses idées et sa pensée. C'est se mettre un tout petit peu en recul. Tu vois ? C'est qu'au lieu d'être dans le film, t'es spectateur de ce qui se passe là-dedans, de ce qui rentre, de ce qui sort, de ce qui reste. Comment tu fais ça ? Tu t'entraînes au quotidien.
en fait, en mettant... Regardant au quotidien. Non, j'ai carré compris. Non, jamais, là, vous mourrez, en fait. Même Barthès. Je te jure. Mais en fait, c'est un entraînement du quotidien. C'est ce qu'on appelle... Là, pareil, ça donnait tout un champ thérapeutique qu'on appelle la mindfulness. Les thérapies de la pleine conscience, qui sont d'inspiration bouddhique, clairement, mais qu'on retrouve aussi dans le soufisme, d'ailleurs. C'est-à-dire le principe de... même dans le stoïcisme. Tu sais, d'être dans le moment présent. Arrête de penser à ce qui vient de se passer et arrête de penser à ce qui va arriver. Bon, c'est facile, c'est de l'injonction, mais tu comprends, c'est pour qu'on fasse vite. C'est sois juste maintenant, là. Sois dans le maintenant. Et là, dès que tu es dans le maintenant, tu fais alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est juste de créer cette médiation de la pensée, tu commences à faire une petite distance. Tu t'extirpes un peu du truc. Et ça permet progressivement à ce que tu vas constater que tu dédramatises. Tu sais, tu deviens le commentateur de tes pensées. Tu dis oui, je sais. Ouais, je sais que tu te dis que je suis une grosse merde. Non, mais vraiment, ouais, je sais. Mais tu sais que juste faire ça, tu commences déjà à neutraliser cette idée. Combien de personnes souffrent de ce genre d'idée? Ah, c'est intéressant. Combien de personnes ressentent ça? Et combien ça a d'effet sur les gens? Justement, on parle de TCA, mais le TCA a une cause. La dépression a une cause. Il n'y a rien de fortuit dans ce monde. Il n'y a pas un truc comme ça qui arrive. T'as pas la fièvre parce que d'un coup t'as la fièvre. C'est qu'il y a un truc il y a un petit trouble. Ce qui est vrai physiologiquement l'est tout autant psychologiquement. Tu sais, si jamais tu vois quelqu'un qui reste complètement déshabillé, il pleut, il reste dans le froid, etc. Et à la fin, tu dis t'as attrapé la crève. Personne ne va être choqué. Il dit c'est normal, t'es exposé, t'as eu super froid, t'as grelotté, etc. C'est normal. Combien de fois nous sommes exposés à quelque chose de négatif? En vrai, on est résistant. En vrai, franchement, on est super résistant. C'est pour ça que ce qui est terrible, c'est quand on se retrouve dans une société ou dans un monde, parce que c'est pas que la société française ou occidentale, c'est dans le monde. Dans un monde, parce qu'il y a même des sociétés qui sont carrément pré-psychologiques, c'est-à-dire qui ne croient même plus en la psychologie. Qui ne croient pas du tout même en la psychologie. Mais par contre, c'est vrai. La psychologie, et la plupart des nouveaux psychologues et des psychologues positifs le disent, elle ne peut pas fonctionner toute seule. Elle a besoin d'un appui lié à la philosophie. Ouais, il faut des idées, il faut des valeurs. Ouais. Il faut qu'on soit au clair sur tes valeurs. Oui, parce que quand tu vas commencer à voir les idées qui arrivent, il faut que tu sois un arbitre. Il y a dans le Morat qui dit à quand un TEDx de Dr H. Dans le chat, il y a des gens qui disent moi je suis allongé en train d'écouter Dr H et en plus c'est gratuit. Justement, comme c'est gratuit, on compte sur vous pour partager la cagnotte Tipeee, de prendre des abonnements sur Prime, sur Twitch et tout. Non, mais là, les gens, ils sont tous contents. Ils disent ah putain, ça m'a apaisé de ouf. Et c'est bien. C'est quoi les... parce que du coup, tu parlais des livres. On pourrait conclure aussi là-dessus, donner les livres qui seraient intéressants pour nos cracks qui ont envie de se renseigner sur... pour le coup, justement... la psychologie positive, ouais, tout à fait. Déjà, c'est une excellente introduction. En plus, il l'a écrit super bien. Je trouve que c'est vraiment même son chef-d'œuvre de Christophe André, justement, le psychiatre psychologue. Comme il dit, à la spiritualité bicéphale, bouddhiste et chrétienne. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Imparfait, libre et heureux. C'est vraiment un excellent livre, très touchant, bouleversant. Okay. Parce qu'il vous fait découvrir la psychologie, il vous fait permettre un dialogue. Mais il faut lire Imparfait, libre et heureux, les états d'âme. Moi, j'ai tendance à dire quasiment tous ses livres, sauf que je suis certain que les éditions Odile Jacob le tannent pour qu'il écrive à chaque fois. Et donc ça se voit. En fait, donc ça se voit que ça tourne, ça commence à tourner en rond. Donc là où vous êtes vraiment dans le cœur de son propos, dans le cœur de ses découvertes à lui personnelles, c'est vraiment Imparfait, libre, heureux, les états d'âme, la force des émotions. D'accord. C'est un très très bon livre introductif aux émotions. Il y a quelqu'un qui disait à juste titre comment on peut ne pas tomber dans le développement, les coachs en développement personnel par rapport à ce que en lisant de la psycho, justement. C'est mieux. Ouais, c'est tout à fait. C'est une très très bonne question. Merci. C'est une très bonne question parce que autant il y a, encore une fois, on dit que je généralise. Oui, c'est mon job encore une fois, mais oui, autant il y a réellement des gens en développement personnel qui sont honnêtes. Parce que aux États-Unis, c'était des mecs c'était quelques personnes, même des meufs d'ailleurs, du développement personnel, qui ont influencé aussi les psys dans les facs et qui ont fait ce dialogue-là parce que c'était des gens honnêtes. Mais malheureusement, plus vous laissez un champ où il n'y a pas trop de méthodologie et de rigueur, plus ça ouvre la porte au charlatan. En gros, c'est ça. C'est pas le développement personnel et du charlatanisme.
c'est que le développement personnel étant très large dans ce que ça signifie, de ce que ça peut impliquer, ça peut laisser des gens rentrer qui sont pas rigoureux en fait et qui vont même vraiment vous manipuler. Alors que c'est pour ça que le secret, lire. Mais là, je vous donne en plus, c'est très accessible. On va vous le mettre sur la description de la vidéo. Ressaris, parce que je crois qu'ils sont en train de rééditer les livres là parce qu'ils sont plus. Je l'ai trouvé un de mes livres que j'ai à 259, vendu à 259, ça veut dire qu'il est plus édité, mais ça signifie qu'il va passer en poche. 259 €. Ouais. Ça va déjà arriver d'acheter des livres comme ça, mais. Ah ouais. Mais parce que je suis un fou. Mais tu sais, je regarde jamais les prix des livres. Ah ouais. Si je veux prendre un livre, je prends le livre. Je peux pas Bref, jamais. Ah, jamais. Je me suis ruiné. Hein. Mais bon. Ah ouais, je te le dis. Hein. Ah ouais, parce que t'as vu que où on était hier là quand on a fait le rendez-vous avec nos amis, ils avaient exposé dans le hall d'entrée là de l'hôtel dans lequel on était un livre signé par Arnold Schwarzenegger. Il était à 3 500 €. Ah, comme si... intérêt de regarder. Là, par contre, j'ai bien regardé le titre parce que de toute façon, on a Arnold. Ouais, t'aurais pas acheté. Ouais, j'ai la steak chez Nero, ça me suffit. Donc, pour ceux qui savent. Mais concrètement, tu vois, il a fait Le Piège du Bonheur. Ouais, c'est Le Piège du Bonheur. Il me semble que c'est lui qui a été réédité en poche. Donc ça, c'est très bien. Le Piège du Bonheur. Excellent livre de Rossaris. Rossaris qui est justement un des tenants des thérapies ACT. Donc Rossaris, Christophe André, c'est déjà un très très bon commencement. Okay. Ariane Bilran, Soyez solaire, qui est très joli. C'est un très joli livre et qui est très sérieux sur cette question-là. Donc ça c'est déjà pas mal. Vous avez déjà des bonnes bases. Après, si vous voulez approfondir, vous me demanderez. Ouais. Vous me demanderez. Et sur TikTok, Dr H. Ouais, par exemple, voilà. Et ouais, je sais pas si j'en parlerai dans TikTok, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai. Mais parce que c'est ça aussi. Certains, j'anticipe un truc, c'est que certains disent ouais, mais t'es pas psy, machin, etc. Bah ouais, déjà, mais encore une fois. Je fais ce que je veux. Ça, c'est le principe de base. Mais c'est surtout que, comme on dit, personne ne peut m'empêcher de lire des trucs qui sont lisibles à côté de moi, en fait. Ouais. Et donc, il y a tout ce savoir, mais parce que c'est passionnant et c'est super important. Mais moi, je pense qu'il faut une instruction générale à la psychologie. Je pense que les gens doivent en savoir beaucoup plus parce que ça nous concerne, mais au quotidien. Et dès le plus jeune âge. Mais vraiment. Et qu'il ne faut surtout... Par exemple, Vice versa, pour le titre français, est très bien fait. Parce que tu te rends compte que c'est la seule œuvre grand public qui présente ce que sont que les émotions. Mais je te garantis une chose, mais tu sais que personne ne sait ce que sont que les émotions. On a une vague idée. La colère, la tristesse, la peur, le dégoût, etc. Mais on ne sait pas les ressorts, etc. On ne sait pas ce que c'est que la peur. La preuve très simple, comment on se fout de la gueule des gens qui ont des phobies. Parce qu'en plus, on s'amuse à faire une hiérarchie des phobies. Quoi, t'as peur des pigeons? Mais c'est sérieux, c'est des pigeons. La chanteuse Louane, elle a peur des bananes. Bon, ça, c'est pas normal. Je rigole. Mais tu vois, parce que en réalité, il faut les prendre très au sérieux à la question. Est-ce que tu as lu Le Voyage d'Hector? Parce qu'il y a quelqu'un qui... Le Voyage d'Hector, non, du tout. Voilà, t'as ta réponse. Ça titille ma curiosité, donc je vais les regarder. D'accord. Mais tu vois, par exemple, dans La Force des émotions de Christophe André, qui est un superbe livre d'introduction à la question des émotions. D'accord. Quand tu comprends, par exemple, que la peur et la phobie, tu vois, c'est pas la même chose. Ce qu'on appelle la peur, c'est quelque chose de rationnel. Et d'ailleurs, quand des gens n'ont pas peur, dans certaines situations, c'est pas normal. Ouais. Par exemple, quand tu es au bord d'une falaise et que tu es au bord du précipice, si tu n'as pas peur, c'est pas normal. C'est qu'il y a un trouble. Tu vois. Alors, ce qu'on appelle la peur est liée à deux éléments super importants qui sont l'activation et la régulation. L'activation, c'est le moment où ça s'active. Tu vois. Donc, comme j'ai dit, tu es au bord de la falaise, ça doit s'activer. Donc, si ça ne s'active pas, ça va pas. Tu es au bord de la falaise, ça s'active. Tu rentres chez toi, c'est toujours activé, c'est pas normal. Tu vois. Et il y a la régulation, c'est-à-dire l'intensité. Un petit truc flippant ne devrait pas normalement être pour toi la même chose qu'un truc vraiment super flippant. Tu vois, c'est la question de la régulation, parce que ça va avoir un impact sur ton corps. Et imagine, mais on a tout ça au quotidien. Et en fait, mais quand on ignore nos émotions, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et si on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas quoi faire. Or, nous faisons tous les jours. Nous agissons. Merci, Doucif. Et donc, à partir de ça, en fait, tu te rends compte que en réalité, comme tu as vu, on dit souvent, il faut réfléchir avant d'agir. Mais quand est-ce qu'on réfléchit? À quel moment? Qui te donne le temps de réfléchir? Et en plus, avec quels outils tu vas réfléchir? C'est une très très bonne, je trouve très très bonne conclusion. Mais en tout cas, c'était introductif. Et c'était introductif. Peut-être qu'on aura une chronique H là-dessus. Ah, bah écoute, avec plaisir. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ça et de pas parler d'actu. Ouais, moi aussi. J'espère que ça a fait kiffer le chat. Ouais, non, mais parce que déjà, de toutes les lectures que tu as suggérées, on a trop envie. C'est vraiment intéressant. Vraiment, c'est kiffant. On a envie de les bachoter. En tout cas, merci beaucoup, Dr H. Toujours un plaisir de servir à vos côtés, sachez-le.
Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas hein, de liker, de commenter, de partager, de mettre les petites étoiles qui font plaisir, les 5 étoiles sur les plateformes de stream. C'était un plaisir. Merci le chat, vous êtes au top. Grave. Merci à ma chérie Gaëlle Canicagnan derrière la caméra, à Mourad Moukadem le showrunner, à Mani qui est derrière la fenêtre et qui veut rentrer depuis tout à l'heure, miskin. Et de toute façon, on vous dit à très très vite. Surprise. Avec des grosses surprises à vous annoncer. Et pour le coup, c'est vraiment pas un teasing du vent, d'accord ? En tout cas, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao.